Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi ce soir de vous savoir très nombreux, de plus en plus nombreux chaque jour à regarder Horizon Soir. Horizon Soir, votre émission qui est diffusée et produite exclusivement sur l'antenne d'Horizon 3 télévision. Horizon Soir, votre vespérale qui le lundi à vendredi est sur 18h30, 18h30, 20h50, décrypte l'information, déploie, script et l'analyse comme nulle part ailleurs. Horizon Soir qui tous les soirs ici à son son reçoit un panel riche, très riche et varié d'experts qui croisent au même manière à ressortir la quintessence, la substance, le substrat, l'efficience de la bonne, mais alors là, de la très bonne information. Mesdames, Messieurs, vous êtes à la bonne adresse, asseyez-vous confortablement. Ce soir, on a bon espoir qu'on va encore passer les 2 meilleures heures en télévision au Cameroun. Simplement, le temps de repartir du côté de la régie. On revient après pour dérouler le tapis rouge à ceux qui ont bien voulu ce soir venir adresser la thématique portée à l'ordre du jour pour éclairer votre lanterne. Tout de suite pour la suite. Voilà, merci à ceux qui nous rejoignent, qui nous prennent en relais pour la première fois. Vous êtes bel et bien sur l'antenne d'Horizon 3 Télévision. C'est votre émission Horizon Soir qui quitte la gare. Votre émission qui, tous les soirs, s'invite chez vous pour faire votre véritable bonheur. Votre émission qui adresse l'actualité véritablement saillante de l'actualité camerounaise et même d'ailleurs. Nous sommes donc sur Horizon Soir. On va dérouler le tapis rouge à ceux qui ont bien voulu ce soir venir croiser au web de manière à ressortir la quintessence et substance de la bonne information. Il est avec nous ce soir, c'est un homme politique émérite, un homme politique de conviction. Il n'a pas sa langue dans la poche, il est présent dans un parti politique, le FDR, Fonds républicain, Fonds démocratique révolutionnaire au niveau du Cameroun. Ça, il faut dire de manière que lorsqu'il le dit, vous mettez tous un visage dessus, c'est bel et bien l'inamovible, le président de tout temps, de tous les temps, Aimé Cyprien Moulinga. Bien le bonsoir. Bonsoir Bertrand, Ika, bonsoir aux panélistes, bonsoir à vos millions de téléspectateurs. Je voudrais saluer de manière spéciale tous les révolutionnaires, tous les nombreux militants et sympathisants de mon parti, le FDR, le Front démocratique et révolutionnaire du Cameroun, bien sûr, qui nous suivent en ce moment. Voilà, je voudrais aussi, avec votre permission, faire un clin d'œil à tous nos compatriotes de la diaspora. Voilà, merci pour ce soir. On ne peut pas vous avoir sans faire un clin d'œil, avoir votre avis sur la vie de la sous-région. Très récemment, c'est déroulé au Cameroun le grand congrès extraordinaire de la CEMAC. On a vu des résolutions au thème de ce congrès, mais on a beaucoup parlé de résilience dans ce congrès. On a demandé aux bailleurs de fonds, Banque mondiale, FMI, d'aider à BIAC à rapatrier les fonds du pétrole. Ça, c'est des choses quand même qui ont marqué l'analyse sociale et politique dans la sous-région. Comment est-ce que vous, un homme politique aguerri, émérite, qui entend gérer le Cameroun, qui entend faire partie de l'élite de la sous-région, avez-vous pris ces conclusions? Oui, j'ai appris les conclusions, sauf que moi, je ne me fais pas d'illusions. Je pense pour ma part que ces conclusions, on les a souvent également eues par le passé, mais beaucoup de choses n'ont pas bougé. Sur le plan de l'intégration, sur le plan de l'intégration sous-régionale, nous sommes l'une des sous-régions la moins intégrée, n'est-ce pas, parmi toutes celles qui existent en Afrique. Je voudrais faire allusion ici comparativement à la CEDEAO et à la SADC. Je pense que l'Afrique centrale est le mauvais élève
en termes de politique d'intégration. Maintenant, l'Afrique centrale aussi, c'est un très mauvais élève en termes de politique économique et même de gouvernance. Parce que, dites-vous bien que ce sommet extraordinaire, nous avions eu la quintessence bien avant même qu'il se tienne. La plupart des économies de la sous-région sont pratiquement au rouge, ça il faut le dire. Et elles sont au rouge parce que la gouvernance est celle qu'elle est, chaotique, de l'époque du Moyen-Âge, totalement archaïque, et avec des chefs qui ne font pas beaucoup d'efforts justement pour améliorer la gouvernance. Vous savez, on parle de rapatriement des réserves extérieures, certains appellent les devises. Mais je dois dire que, vraiment, moi j'ai souri quand j'ai entendu parmi les résolutions cette affaire-là. J'ai dit, on parle de quoi à la limite? Puisque pour parler de rapatriement des réserves, il faut d'abord qu'on dise que nous avons une banque centrale qui gère justement ces réserves. Est-ce que la BEAC que nous avons ici là gère les réserves vraiment des 6 États de la CEMAC? Moi, je pense que, j'ai même l'impression que les dirigeants de la sous-région qui se sont réunis, comme d'habitude, c'était un peu pour boire du champagne et se moquer de leur peuple réciproque. Parce que depuis pratiquement 4 ans, si je ne m'abuse, il y a un débat. Il y a un débat sur une monnaie sous-régionale, Afrique centrale. Et en tant que révolutionnaires, patriotes et panafricanistes de gauche, nous pensons que ce débat que nous portons depuis longtemps devrait déjà faire l'objet d'une étude, j'allais dire d'une mise en application approfondie de la part de nos leaders. Il n'est pas acceptable que, plus de 60 ans après nos indépendances, qu'on continue à végéter, à utiliser un franc CFA qui, de mon point de vue, a peut-être fait son temps, a fait plus ou moins de bonheur dans le temps, mais il n'est plus adapté. Il n'est plus adapté à l'évolution des économies modernes. Si nous voulons sortir notre sous-région du marasme, il nous faut avoir notre monnaie, il nous faut avoir notre banque centrale, déconnectée justement du trésor français. Et nos leaders, enfin nos dirigeants, je crois même que c'est pour ça que la plupart d'entre eux ont déjà fait 42 ans, d'autres un peu plus, c'est parce qu'ils ne veulent pas véritablement, n'est-ce pas, apporter des solutions idoines aux véritables problèmes auxquels notre sous-région est confrontée. Le problème de monnaie est l'un des maillons essentiels, des volets essentiels qu'il il va falloir justement aborder. Il n'est pas bon qu'on ait des leaders qui continuent à raser les murs. Ils ont mis en place une espèce de, comment on appelait ça, un comité d'experts. Ils ont dit depuis pratiquement 3 ans, 4 ans, avoir mis en place un comité d'experts pour réfléchir sur la faisabilité, enfin, sur les possibilités à court terme justement ou à moyen terme de mettre en place une monnaie commune, sous-régionale, déconnectée du fonctionnement actuel du franc CFA. Mais curieusement, au dernier sommet ordinaire, presque 3 ans après, ils nous ont encore rappelé que la réflexion devait se poursuivre. Vous comprenez que nous avons là des chefs d'État qui ne sont chefs d'État que de nom et qui ne veulent pas aborder les véritables problématiques de développement. Et j'irai plus loin lorsque nous allons aborder la thématique aujourd'hui pour démontrer en quoi justement cette problématique de la monnaie est utile si nous voulons sortir du sous-développement. Donc pour ma part, toutes les résolutions qui ont été prises là, c'est du déjà entendu. Et puis, ces chefs d'État, moi, je pense qu'ils gagneraient à céder la place à une nouvelle génération d'hommes politiques visionnaires comme nous qui pouvons apporter justement des solutions novatrices à notre sous-région aujourd'hui. Les grands papas, là, ont fait leur temps et j'ai l'impression qu'ils sont totalement déphasés, ils sont déconnectés des réalités d'aujourd'hui. Et c'est pour ça que notre sous-région est en difficulté. Je pense pour ma part que je n'attends pas grand-chose. Ce que j'attends, c'est que d'ici très peu, qu'on débarrasse, que ces messieurs-là aillent un peu se reposer. Certains au village, d'autres je ne sais pas où, mais pour que nous puissions arriver aux affaires. Parce que ça fait mal que vous soyez en capacité, vous compreniez ce qui se passe, mais que ceux qui ont la décision soient toujours en train d'esquiver les véritables problématiques pour, probablement, parce que
Je crois que c'est justement pour ça qu'ils ont gardé le pouvoir aussi longtemps. C'est des sous-préfets, peut-être des préfets, qui continuent à considérer que nos pays sont des comptoirs coloniaux. Parce que nos pays fonctionnent actuellement comme des comptoirs coloniaux. Et ça, c'est inacceptable au XXIe siècle. Voilà, merci, Président MS pour votre première sortie. Je vais présenter le deuxième déjà avec nous sur ce plateau. C'est aussi un visage très connu de l'univers audiovisuel au Cameroun. C'est un visage aussi véritablement ancré dans la politique. On se l'arrache sur les plateaux comme les petits pains, car son espèce ne souffre d'aucune contestation. Il, ici, ce soir ici, il vient porter très haut l'extravie du social-démocratique front. Lui, c'est Alman Baga. Bien, bonsoir. Bonsoir Bertrand, bonsoir aux co-discutants, bonsoir à l'équipe technique qui nous accompagne dans cette production. Je voudrais saluer mes trois grandes familles dans l'opinion publique, c'est-à-dire ma famille politique, ma famille religieuse et ma famille sportive. Je vais renouveler mes amitiés aux camarades du Social Democratic Front qui actuellement s'activent sur le terrain parce que nous sommes dans une phase déjà préliminaire des élections qui s'annoncent en 2025-2026 et les nouvelles stratégies qui nous ont réunis récemment autour du chairman. Je crois que ça porte à suffisance l'espoir de ce que les lendemains peuvent être meilleurs pour tous les combats que nous menons aujourd'hui. Je veux saluer mes amis de la Ligue régionale de natation du Centre, parce que nous sommes en saison sèche, j'en suis le président de la Ligue, pour inviter les uns et les autres à nous confier les enfants et à se jeter dans l'eau, parce qu'il est grand temps de pouvoir faire face aux dangers liés à l'eau et surtout la saison aidant, amener les enfants pendant les congés et surtout pendant la nouvelle année qui va commencer, à se familiariser et à pouvoir challenger et relever tous ces challenges qui peuvent nous entourer en termes de danger. Et ma famille religieuse, les missionnaires Saint-André orthodoxes du Cameroun, qui m'ont reçu récemment dans l'ordre de la prêtrise. Je vais saluer en général tous ceux qui sont devant leur petit écran parce que beaucoup, au sortir de l'église, me disaient qu'ils seront tout de suite et je crois qu'ils sont devant leur petit écran pour ce rendez-vous. C'est un salut à tout le monde et bonne fin d'année et par anticipation, bonne fête de fin d'année. Voilà, monsieur Alman Baga, on va rester aussi un peu la problématique du congrès extraordinaire de la CEMAC. Il y a une autre résolution qui a quand même attiré l'attention de beaucoup d'observateurs. Les chefs d'État exhortent les États membres à poursuivre une consolidation budgétaire ordonnée dans le cadre de discussions bilatérales avec les partenaires techniques et financiers, ainsi qu'à produire et diffuser régulièrement des données budgétaires, économiques et financières fiables et comprenant le besoin de multilatéral de la politique monétaire et des politiques sectorielles. Ça veut dire que les chefs d'État admettent que les données qu'ils donnent sont fausses dans la sous-région. Le cas palpable, c'est que lors du dernier budget au Cameroun, la Chambre des comptes a relevé 33 faux rapports venant des sectoriels pour le budget 2024 de manière à voter au budget 2025. Donc ils nous disent les données sont fausses, les budgets sont fausses, sont faux. Le cas palpable, le Cameroun a envoyé les faux rapports, 33 faux rapports récemment à la Chambre des comptes. Bon, lorsque vous le dites, vous le reconnaissez, nous les citoyens, est-ce qu'on peut encore avoir confiance à des personnes comme ça qui nous gèrent? Vous dites que si on va mal, c'est parce qu'on envoie des faux rapports, parce qu'on envoie des fausses données, on n'arrive pas à faire des bonnes prospectives. Et récemment, nous avons envoyé des faux rapports. Vous venez dire après en résolution, envoyons les bons rapports, disons la vérité pour que les budgets soient sérieux, ordonnés, les dépenses ordonnées. Comment comprendre, vous, en tant qu'homme cette résolution face au comportement des pays ASMAC, notamment du Cameroun? Oui, et déjà, c'est à suffisance pour démontrer que les pays membres, ou alors ceux qui ont suivi cette conférence, ne doivent rien s'attendre de sérieux et de cohérent. Et c'est même une bavure langagère lorsqu'on peut admettre dans une telle conférence qu'il y a des données non fiables qui ont été transmises pendant de longues années et pouvoir s'attendre à ce que nous ayons des solutions logiquement fiables. Donc c'est tout à fait faux, parce que si vous mettez des faussetés dans les prémices, attendez-vous aux faussetés dans les conclusions. Et les chefs d'État nous ont démontré à suffisance que ce n'est qu'un jeu de mots et qu'il n'y a rien de sérieux qui va dans la logique
de faire émerger ces États membres et de se débarrasser de toute entourloupe qui viserait tout au moins à plomber ces États-là. Moi, je pense que c'est peut-être, je ne dirais pas comme des vieilles outres, mais je voudrais parler de ce qu'on ne pourrait avoir de solution efficace avec des acteurs qui nous ont plongés dans ces problèmes dans lesquels nous cherchons les solutions aujourd'hui. La preuve en est qu'ils reconnaissent qu'il y a des données non fiables, dont c'est un jeu. Et les transparences ITO nous ont régulièrement remonté les bretelles vis-à-vis de tous ces différents accords que nous avons eu à signer et que notre correspondance et notre collaboration soient beaucoup plus transparentes afin de pouvoir nous aider à nous en sortir. Mais si nous-mêmes nous sommes champions dans la fausseté, la corruption, le mensonge, je crois que c'est arrivé jusqu'au haut niveau. Souvenez-vous, au niveau des dernières élections, on a eu des faux observateurs qui venaient des soi-disant organismes internationaux afin de crédibiliser quelque chose qui était transparemment inacceptable pour vous montrer qu'il y a eu une gabégie, une cacophonie électorale. Mais on vous a fait montrer des faux observateurs pour vous amener à croire en ce qu'ils veulent vous faire voir. Donc, s'il y a des remarques similaires, je pense que c'est suffisamment clair que tous ceux qui se réunissent là, ce n'est pas par rapport à l'émergence des différents pays membres, mais plutôt pour enfumer et pouvoir prendre du temps pour pouvoir nous endormir de plus belle. Si on était dans la logique de sortir de cette lourdeur de gouvernance, je crois que nous avons tous une batterie d'intellectuels et de cabinets d'intelligence associés qui peuvent nous aider dans la logique de traverser les différents bosquets que nous ne parvenons pas à cerner et nous mettre au niveau ou bien au parfum de ce qui pourrait nous amener à une émergence que nous rêvons aujourd'hui, mais qui pour moi est encore très lointaine. Donc moi je pense que le chef a presque tout dit, ce que nous étions en train de soupçonner, et à partir de cela, moi j'aurais honte à la place de ces chefs d'État qui manifestement devant leur peuple ont reconnu qu'ils sont dans une pratique de fausseté, une pratique de tricherie, et qui aujourd'hui est en train de nous plomber les ailes, parce qu'effectivement, même si le FMI vient nous relever les bretelles, nous sommes fautifs et nous devons assumer. Donc, moi, je ne pense plus quelque chose de positif venant de ces gens qui n'ont plus presque la légitimité nécessaire. C'est des gens qui ont mis plus de 40 ans au pouvoir, d'autres qui sont arrivés par des mécanismes qui ne sont pas acceptables et que ne sais-je encore, mais qui aujourd'hui veulent vous donner des leçons de bonne gouvernance ou alors veulent s'affirmer. Et pourtant, nous savons qu'à travers de telles déclarations, il n'y a rien de sérieux qui est engagé. Et naturellement, nous pouvons nous attendre au pire, parce que même si le chef nous invitait à ne pas accepter qu'une telle évidence se présente à nous, parce que ça risque d'être très douloureux, mais je pense qu'il a déjà tout trahi en nous disant « préparez-vous », parce que même quand on dévaluait en 1994, c'était toujours des supputations qui nous disaient « il faut à tout prix éviter cette dévaluation du franc CFA », mais nous l'avons suivi de plein fouet et jusqu'à aujourd'hui, on n'est pas remonté. Si une nouvelle même se présente à nous, je ne vois pas quel est le mécanisme qu'on fera pour l'éviter, d'autant plus que tout ce qui est mis en jeu pour la politique budgétaire est quasiment mis à, comme on dit, est contré et querellé par toutes les instances nécessaires qui peuvent avoir ce rapport en main. Donc moi, je ne vois pas par quel mécanisme on pourra échapper. Il faudrait juste qu'on se mette à prier et prier pendant longtemps. Voilà, on va quitter le rationnel pour aller au spirituel, pour sauver le Cameroun. On va retenir ça. D'ailleurs, vous êtes depuis très peu de temps, vous avez rejoint la famille ecclésiastique. Oui, voilà. Ça fait 10 jours aujourd'hui. Vous avez l'autorité nécessaire pour convoquer ces choses-là. Avec vos prières, le Cameroun va changer. On rappelle que ce plateau, on attend Sangou Dukam du RDPC qui était programmé ce soir. Parce qu'on a tendance à m'appeler après pour dire, mais tu as un plateau à gage, ton plateau. Ils sont tout le temps programmés sur mon plateau et je les programme, il faut le dire, pour ceux qui nous regardent. Maintenant, s'ils veulent honorer, s'ils ne veulent pas, on n'ira pas les chercher où ils sont. Mais ils sont sur ce plateau. Le top manager va encore m'appeler demain pour me dire, mais Bertrand Bika, toi tu commences à être très dangereux. Moi, si me dit tout le temps qu'elle m'appelle 16, je le dis ici, moi je fais que très bon travail. Vous êtes là, mais personne ne vient répondre des questions qu'on adresse sur le plateau. On espère qu'il y a un autre qui va venir, il m'a confirmé qu'il sera là ce soir. Voilà, on va présenter le troisième avec nous sur ce plateau. Non de moi, c'est un habitué du plateau d'Horizon Soir. Évariste Longa, qui ici
est un cadre, vraiment très haut cadre du MRC. Bien le bonsoir. Bonsoir, M. Bertrand-Bika. Bonsoir, mes co-panélistes. Je dirais un bonsoir spécial à notre frère révolutionnaire dont les idées ne manquent pas de marquer beaucoup de points, d'intéresser tout le monde qui s'intéresse véritablement à l'émergence du Cameroun et au développement de notre société. Je dis également bonsoir à nos camarades politiques encore détenus dans les geôles du régime RDPC. Bonsoir à tous les téléspectateurs et bonsoir au peuple camerounais. Voilà, monsieur Evasi Longavé, vous voulez qu'on adresse un peu la situation du Cameroun dans cet environnement qui est devenu très morose dans le cadre de la sous-région Afrique centrale. Le Cameroun qui est censé être la locomotive, qui est censé montrer, éclairer les autres pays, aujourd'hui est parmi les pays qui reconnaissent que la gestion a été calamiteuse et on touche le fond. Mais le Cameroun, il faut rappeler que lorsque le président arrive au pouvoir en 1982, il promet quand même qu'on n'ira pas au FMI. Ça, il le promet à tous les Camerounais. En 1987, on arrive au FMI. On traverse pratiquement 20 ans de placement structurel. Et en 2006, on arrive au PPT, au point d'achèvement en 2006. Le Cameroun redevient crédible, hyper liquide. Moins de 20 ans après, touche le fond du fond. On est même moins qu'en 87 et on admet qu'on fait des bouts dans la gestion. Comment comprendre cette décrépitude? Vous avez fait 20 ans de gestion structurelle, vous avez senti que c'est difficile, vous arrivez à respirer et 20 ans après, vous avez la tête sous l'eau. Comment comprendre ça? Ils n'ont pas tiré des leçons? Ils n'aiment pas le Cameroun? Comment on peut expliquer ce genre de gestion dans un pays? Non, ce genre de gestion s'explique simplement par la part neuronale de ceux qui nous gouvernent. Vous comprenez, ceux qui nous gouvernent, c'est un peu comme une fatalité. Ça veut dire, quel que soit ce qu'ils voudront faire, quelle que soit la bonne volonté qu'ils auront, le fait qu'ils n'aient pas la capacité de réaliser ce qui est bien va tout simplement conduire le pays à la même situation. Ça veut dire que si on leur accordait encore 20 autres années, si on sortait de ce trépas et qu'on l'accordait encore 20 autres années, on se retrouverait à ce point moins que chose. Ça veut dire en dessous encore. Eux-mêmes, ils avaient l'habitude de dire qu'on pensait qu'on arrivait au fond, mais on comprend qu'on est en train de creuser encore pour aller plus au fond. Donc, vous voyez, une gestion qui ne fait aucune prévention, une gestion qui ne fait aucune analyse sérieuse, qui ne prend le soin de rien pour comprendre quels sont les endroits où il faut éviter, les endroits où il faut prendre des décisions à prendre, la fermeté à maintenir dans la gestion des ressources publiques afin d'atteindre un objectif, va conduire inéluctablement à cette situation. Ça veut dire que vous serez dans une situation, vous allez vous battre, y sortir, et après quelques temps, vous allez vous y retrouver parce que vous voyez l'illustration la plus parlante est par exemple l'organisation de notre budget. Vous savez que dans notre budget, nous en sommes à pratiquement 70% rien que pour le fonctionnement. Et alors, pour le cas de l'année qui est en cours, dès les 3 premiers trimestres, on avait contracté des dettes de l'ordre de 1070 milliards de francs CFA qui a été alloué au paiement de la dette intérieure. Ça veut dire qu'on s'endette sur le plan extérieur pour payer une partie de la dette intérieure et remettre des trucs carrément dans le fonctionnement. Ça veut dire en quelque sorte que le décalage, le déficit dans les termes d'échange va continuer à se creuser et à se creuser indéfiniment et aboutir à la situation que nous avons aujourd'hui, c'est-à-dire que la floraison à cascade des impôts qui va encore appauvrir des Camerounais. Et nous savons, vous savez, pour qu'un pays s'enrichisse, il faut que les citoyens de ce pays soient riches. Lorsque le système gouvernant actuel ne comprend pas que la richesse du pays dépend de la richesse des populations, alors on va se retrouver dans cette difficulté où on va ériger des systèmes, créer des nouvelles formules, mais qui ne vont aboutir qu'à des systèmes de corruption, parce qu'à un moment, des personnes qui devraient payer, des personnes ou des entreprises qui devaient payer, étant incapables de payer, vont chercher simplement
à corrompre pour éviter cela. Et du coup, on va se retrouver avec des politiques peut-être bien ficelées, mais que la possibilité ou les moyens pour accompagner cette politique ne viendront pas. Pourquoi? Parce qu'à la base, comme mon compagnon du SDF disait, à la base, la chose a été mal pensée. Mal pensée, peut-être même bien ficelée, selon la mauvaise pensée, mais inéluctablement qui va conduire à un résultat calamiteux. Donc je pense que c'est tout simplement, comme je dis à l'entame de ce propos, c'est la panne neuronale de ceux qui nous gouvernent. Ça veut dire qu'ils ont atteint le plafond, comme on dit, et quel que soit ce qui se passera, ils ne peuvent pas en faire plus. Ils ne peuvent pas en faire plus. Sinon, comment expliquer qu'ils n'ont pas pu tirer des résolutions ou des enseignements de ces 20 longues années que nous avons passées étant sous les ajustements structurels. Alors, c'est le même système de gouvernance qui revient avec des systèmes, avec l'administration pléthore. C'est le même système de gouvernance qui revient avec un système de gestion du personnel de l'État calamiteux où on a des individus qui ont plus de 1000 matricules et qui, à la fin du mois, touchent plus de 1000 salaires. Vous voyez, autant de choses. De ce côté, on a essayé de faire des ajustements en sortant des principes, des techniques de gauche à droite, mais on revient encore. Ça, c'est la même chose. Ça veut dire qu'on est dans un cycle un peu, on est dans une sorte d'épreuve décisive où, dans chaque secteur, on essaie d'avancer, on revient dans la même chose. Parlant du personnel, vous avez l'information, vous savez que nous en sommes actuellement à l'aigle, après Antilope et tout. Ça veut dire qu'on revient à la même chose. Sur le plan du budget, on rentre dans le cycle de l'endettement, de la cherté de la vie. Et du coup, comme on s'est lourdement endetté auprès des bailleurs de fonds, le FMI est obligé d'être là pour nous obliger à rembourser. Entre-temps, le SMIC est fixé à 41 000. Ça veut dire que le citoyen qui est censé, par les taxes, apporter une partie, la richesse à l'État, ne peut rien apporter et les investissements sont carrément nuls. Vous savez, chaque année, le budget de fonctionnement est entièrement consommé. Le budget d'investissement n'est pas consommé. Ça veut dire que l'État, au cours des années et pendant de très longues années, n'a pas pu créer des sources de revenus qui peuvent aider au remboursement, sinon à la gestion continue sans qu'on ne s'endette. Donc, vous voyez, c'est tout simplement la panne d'imagination, le manque d'idées, l'incapacité de tirer des leçons à ce qui nous arrive. C'est ça qui conduit à cette situation où on est aujourd'hui, où on est obligé de revenir encore, commencer à parler de la dévaluation, commencer encore à parler de l'ajustement structurel et ainsi de suite. Vous voyez qu'on a jubilé à un moment l'entrée du Cameroun comme le point d'achèvement qui en fait déclarait le Cameroun comme un pays très pauvre et endetté, qui a permis qu'on ait quelques allègements sur lesquels on pouvait s'appuyer pour développer, pour avoir un nouveau paradigme, une nouvelle forme de vie, un nouveau paradigme pour éviter tout ce qu'on s'y trouve aujourd'hui. Mais voilà, panne gouvernementale, manque de politique, manque de vision, et on revient dans le même circuit. Président Aimé Cyprien Olenga, je m'amusais encore ce matin à causer avec les Camerounais par rapport à la situation de la CEMAC et notamment du Cameroun. Beaucoup de Camerounais estiment que c'est le contraire qui devait les surprendre. Ils estiment qu'on a les gouvernants très compétents mais de mauvaise foi, qui n'aiment même pas leur pays, car ils sont comme des mercenaires ici. C'est un gouvernement véritablement cosmétique. Ils sont durs lorsqu'ils disaient ça, que ceux qui nous gouvernent, c'est des véritables mercenaires, ce n'est pas des Camerounais. Ils n'aiment pas ce pays. En réalité, ils sont là pour travailler pour des officines étrangères. Et ils ont servi au peuple, puis après ils iront dans leur véritable pays quand ça s'est gâté. Je trouvais ça dur, mais quand tu le dises, il n'y a pas quelque chose de vrai dans ce qu'ils disent. Lorsque vous convoquez tout ce qu'on vient de dire ici au Pacifique du Cameroun, FMI, chômage structurel, point d'achèvement, on se dit qu'on peut se projeter aujourd'hui, on touche au fond du fond.
au-delà du fond, on est là-bas, on ne sait même pas comment on est pratiquement dans les abysses au niveau du Cameroun. Ceux qui pensent que ces gars n'aiment pas le Cameroun, ils pensent mal. Est-ce que c'est excessif de le dire? Non, au contraire. Moi, je pense qu'ils sont même très doux en disant qu'ils n'aiment pas le Cameroun. Je l'ai dit sous d'autres formes quand je disais tantôt qu'on a l'impression, d'ailleurs ce n'est même pas une impression, que ces gens sont des sous-préfets de certaines officines. C'est-à-dire que les décisions se prennent ailleurs. Le plus important pour eux, c'est garder le pouvoir. En réalité, on a l'impression, parce que quand vous les voyez, quand vous voyez certains d'entre eux qui ont 42 ans, 43 ans, 44 ans, d'autres, je ne sais pas, 36, 37, en dehors de 2 ou 3 là, qui viennent d'arriver. Et je crois qu'ils sont aussi sur le sillage de copier le très mauvais exemple des patriarches qu'ils ont trouvés. C'est-à-dire que vous avez des gens qui sont plus préoccupés à rester au pouvoir, à avoir les honneurs des chefs de l'État, à rouler carrosse, pendant que les peuples sont en train de s'enfoncer dans les abysses justement du sous-développement. Je ne sais pas si ces présidents, enfin, si ces chefs d'État, parce que le président c'est même encore trop dit, un président c'est quelqu'un qui est investi du pouvoir souverain du peuple. Mais ces gens ne sont pas investis du pouvoir souverain du peuple. Parce que s'ils avaient conscience que c'est les peuples d'Afrique centrale qui leur ont donné le pouvoir, ils agiraient différemment. Ils n'agiraient pas comme des mercenaires, comme c'est le cas en ce moment. Ils ne plongeraient pas ces populations dans un sous-développement endémique où justement on a touché le fond et on continue de creuser d'ailleurs. Et ça ne leur dit pas grand-chose. Ils ne sont même pas pressés de prendre des véritables mesures qui peuvent amener le peuple à se dire mieux vaut tard que jamais. Mais voyez-vous, quand on parle de l'intégration, ça fait longtemps qu'on en parle. Et chaque fois, il se retrouve vraiment, on va mettre un accent sur l'accélérateur, sur les politiques d'intégration. Mais c'est pratiquement la croix et la bannière de partir de Yaoundé à Malabo. C'est pratiquement la croix et la bannière de partir de Yaoundé à Libreville. Mais c'est quoi cette intégration qui est annoncée depuis des décennies, mais on ne voit même pas un début d'application des politiques d'intégration? Ça, c'est de deux. J'étais en train de dire, vous avez parlé du faux. Et ce faux-là est en train de rattraper tous les pays. Il y en a, je ne sais pas, on m'a même fait comprendre que d'abord, quand vous voyez le Cameroun, vous voyez le Congo, vous voyez plus ou moins un peu le Gabon, quand on vous montre les indicateurs en termes de poids de la dette, du service de la dette, vous vous posez la question de savoir est-ce qu'on va s'en sortir avec ces chefs d'État, toujours au pouvoir. Toujours au pouvoir. Effectivement, nous avons atteint le point d'achèvement. Il m'a été dit que la dette du Cameroun était partie d'un peu plus de 12 milliards avec l'atteinte de 12 000 milliards, avec l'atteinte du point d'achèvement jusqu'à 1 milliard 150, à 115, à 1115 milliards. Bon, d'autres parlaient même de 975 milliards. Vous voyez? Ça veut dire qu'on est revenu pratiquement au niveau où si on avait eu des visionnaires, des véritables patriotes, effectivement, nos pays, surtout le Cameroun, se seraient relancés logiquement et seraient pratiquement en train de tirer vers le haut tous les pays de la sous-région. Mais on a continué, c'est-à-dire qu'on a pris les mêmes et on a recommencé. Et on a pris le même président, il est revenu avec ses amis de 1960, avec qui il gouverne le pays, avec des politiques totalement archaïques et déconnectées, comme je le disais tantôt. On a repris le cycle d'endettement, parce que la dette même, moi je suis minimalement économiste, je suis de formation comptable, donc je sais de quoi je parle. La dette même en soi n'est pas une mauvaise chose pour un État, mais c'est la mauvaise dette qui est un problème, qui est un poison pour l'économie. Oui, bien sûr. Quand vous vous endettez, surtout la dette extérieure, il faut vous rassurer que vous investissez le fruit de la dette dans des secteurs porteurs et producteurs de richesses. Parce que c'est l'investissement que vous faites qui vous permettra justement, en fructifiant le capital qui a été investi dans ces investissements-là, de créer des richesses. La création de ces richesses vous permet deux choses à la fois. La première, c'est de rembourser la dette. Vous ne pouvez pas. C'est quand même incongru qu'on nous dise que dans un pays comme le Cameroun, que des gens qui sont
apparemment bien pensants, rembourse les dettes par la dette. C'est-à-dire qu'on s'endette pour rembourser la dette. C'est curieux. C'est-à-dire qu'on a pris le départ, on a pas bien investi. On a mangé, on a préparé. Mais c'est pour ça que j'ai dit. C'est le cas qui dit que les rapports, les 33 faux rapports viennent confondre à gabegie financière. Tout à fait. Parce qu'on a volé en Cameroun en 2024. Mais c'est clair. Ils n'ont pas volé qu'en 2024. Ils volent depuis des décennies. Ils volent depuis des décennies. Et malheureusement pour eux, ça devient de plus en plus visible. Et les Camerounais de plus en plus deviennent intelligents et pour comprendre que ces messieurs ne sont même pas là pour nous. Ils sont là pour eux-mêmes et pour leur poche. J'étais en train de dire que la dette, une bonne dette, lorsque vous vous endettez, vous devez vous arranger à ce que cette dette soit investie dans des secteurs porteurs. Et Dieu seul sait qu'au Cameroun, nous avons des secteurs porteurs avec un minimum de sérieux et de patriotisme. En investissant cette dette dans ces secteurs-là, on crée énormément de richesses. Et lorsque la dette est donc bien investie, dans des secteurs porteurs, je disais, il y a deux choses. Il y a deux choses en termes de résultats. La première, c'est que la dette que vous avez prise, bien investie, ces investissements vous permettent de rembourser la dette. C'est-à-dire que c'est les bénéfices réalisés sur les investissements faits sur la base de cette dette. À 60 km sur 300, nous sommes allés nous endetter, peut-être le port, oui, ça c'est un investissement, mais on nous a parlé de complexes industrialo-portuaires. Aujourd'hui, on n'a même pas le port fini. Donc, on nous a parlé du chemin de fer, on nous a parlé des barrages pour booster la politique énergétique de manière à ce que les politiques industrielles soient déclenchées parce qu'on ne peut pas se développer sans industrialisation. Et curieusement, on nous dit encore qu'il y a des barrages qui se sont noyés. On vous dit un barrage se noie et produit 0 mégawatts. Je ne sais pas, Lompanga, Mikin, combien de mégawatts. Tout ça, c'est des éléphants blancs. Les gens sont allés encore s'endetter. Endetter le Cameroun à concurrent de près de plus de 13 000 milliards et des investissements foireux orientés vers des éléphants blancs. Des éléphants blancs. Et le résultat, c'est celui-ci. Ils sont obligés de tripatouiller les chiffres. Ils sont obligés de fausser les chiffres pour faire des faux rapports. Mais moi, j'ai dit simplement aux Camerounais, heureusement, eux-mêmes ils se dévoilent parce qu'il n'y a pas de crime parfait, hein, monsieur Bika. Il n'y a pas de crime parfait. Quand vous avez le crime a ceci de particulier que le criminel oublie toujours quelques détails qui font en sorte que lui-même il se dévoile. Il se dévoile et on l'attrape dans son jeu de criminel. Nous disons que notre pays et les pays de la sous-région méritent un nouveau leadership éclairé et plus enclin, plus capable justement de comprendre les contours des difficultés. Ça ne servait à rien, tout ce sont là-bas n'est rien. C'est quoi? C'est-à-dire que vous, la langue religieuse, qui a la capacité de définir, de comprendre les symboles que nous connaissons. Oui, je crois que ce n'est pas entrer dans le mystère de la religion pour comprendre qu'une telle attitude démontre que vous ne devez rien vous attendre parce que naturellement, nous avons tout fait pour que rien de bon n'y sorte. Et cela pourra aller en droite ligne avec les différents développements que les uns et les autres ont déposés ici. Parce que si vous regardez à la suite de ce que le président Aimé Cyprien Olinga disait, vous verrez qu'il n'est pas le seul. Même le professeur Dieudonné Somba, l'économiste, criait déjà il y a plus de 5 ans ou 10 ans aujourd'hui, qui vous rappelait qu'il fallait prendre des mesures qui devraient nous empêcher à arriver là où nous sommes aujourd'hui. Et que nous avions un programme de grands projets qui était manchot, c'est-à-dire on se préconisait seulement à produire quelques richesses sans toutefois nous demander quel est l'usage qu'on fera de ces richesses. C'est un peu comme si on vous dit, nous allons récupérer l'argent qui a été détourné par les prévaricateurs des fonds publics et on ne vous dit pas ce qu'on fera de cet argent. On a vu des opérations où on récupère de l'argent volé et cet argent se retrouve en train d'être volé encore. C'est-à-dire, on a pris, on n'a rien produit et les gens sont encore revenus voler pour que ça ne serve à rien. La preuve en est qu'il a parlé de certains éléphants blancs qui ne peuvent pas nous produire grand-chose aujourd'hui parce que nous n'avons pas élaboré un programme ou un plan de mise en valeur de ces différentes infrastructures. On a voulu mettre le port en eau profonde.
oubliant que sans chemin de fer, le port lui-même ne sera jamais valorisé comme cela a été conçu. On a voulu mettre des barrages à gauche et à droite dans certaines régions pour favoriser et encourager l'industrialisation. Mais si ces barrages ne parviennent même pas à donner l'électricité dans les villages environnants, on commence à se poser des questions. Comment est-ce que des industries peuvent se forger à partir du moment où les infrastructures ne parviennent pas à être productives? Vous vous rendez compte que c'était fait exprès pour nous endormir, prendre beaucoup d'argent et ensuite ne pas rendre compte. Et lorsqu'on est en train de se faire attraper gorge, on commence à gesticuler et les États qui viennent manifestement trouvent un pays qui, lui, sait que rien ne sortira et que nous avons tout fait pour amadouer les gens. Et quand on veut nous attraper, il est question d'aller même dans le système de la provocation pour amener les uns et les autres à pouvoir leur donner une échappatoire, c'est-à-dire trouver des voies et moyens pour qu'ils ne soient pas rendus publics et que leur face soit dévoilée. Donc, créer une secousse qui pourra faire en sorte que même s'il y a une grogne sociale, que ces gens-là profitent de cette grogne pour s'enfuir et qu'ils se disent c'est parce qu'il y a eu une grogne que nous n'avons pas pu remplir les différentes missions qui nous étaient assignées. Et pourtant, parce qu'ils se trouvent trempés jusqu'au cou, ils ne peuvent plus rien faire. On a élaboré les DSCE, les SND 30, on a élaboré toutes sortes d'économies, de substitutions et que ne sais-je. Mais nous nous retrouvons aujourd'hui avec le thème que vous avez mis sur la table. Ça devrait effectivement nous ramener à comprendre comment est-ce que cela peut être possible avec tous les mécanismes des dettes qu'on a eues et des argents que nous avons eus sans pouvoir sauvegarder et mettre le Cameroun à l'abri de l'insécurité alimentaire. Alors que c'est un secteur porteur dans lequel, si vous vous endettez pour investir, je crois que même celui qui vous donne de l'argent devrait être rassuré parce qu'il sait qu'en investissant dans l'agroalimentaire, vous allez pouvoir venir sur les fonds et avoir un bénéfice et au fur et à mesure vous accompagner. Monsieur Évariste Longa, on a quand même vu dans ce sommet la place de choix qui était réservée au bail de fonds Banque mondiale, Fonds international. On a vu le président de la République les citer plusieurs fois dans le discours. On a aussi vu la place prépondérante qu'occupait le ministère français des Finances, le ministre français des Finances à ce sommet. Un sommet qui concerne sous-région des pays est tout de même indépendant, on va le dire, qui sont censés être libres de leur politique, pour se déployer comme ils veulent. On voit cette place de choix qui est donnée, on va dire, aux étrangers, ici comme ça. Comment on peut comprendre ça? Oui, on va comprendre ça de manière dont fonctionne l'économie du Cameroun et le système monétaire du Cameroun et de ces pays de la sous-région Afrique centrale. C'est en fait une réunion de quelques sous-préfets qui a été convoquée réellement par ces bailleurs de fonds-là. Parce que vous ne pouvez pas imaginer, vous ne pouvez pas penser que le président Paul Biya puisse avoir l'outrecuidance de convoquer un sommet qui concerne la CEMAC alors que nous sommes là en plein dans le précaré français. Encore qui a su à ce moment la présence de la CEMAC. Encore plus cela. Donc vous comprenez que le sommet en fait était convoqué par ces bailleurs de fonds-là et du coup celui à qui on a donné l'autorisation de faire devait à chaque fois se référer à eux pour bien dire à tout le monde que ce que je suis en train de dire là, ce n'est pas moi qui le dis, mais voilà ceux qui sont en train de le dire. Parce que à l'heure actuelle, au vu de la situation économique du Cameroun et de la majorité de ces pays-là, ils doivent même le faire. Ils doivent le faire parce que le Cameroun est lourdement endetté et le FMI qui a accordé sa garantie pour permettre au Cameroun de prêter chez les bailleurs de fonds, doit s'assurer, en tant que gendarme, en tant que huissier, doit s'assurer que les remboursements se fassent et doit continuer à garder sa place de garantie pour les bailleurs de fonds et les autres pays étrangers qui attendent que le remboursement soit fait. Alors je pense que le choix, la présence d'abord de ces personnes était obligatoire vu que c'est quelque chose qui se passe sous leur coupe. Et c'est quelque chose qu'ils ont décidé et qui ont pensé, qui ont décidé et qu'il fallait déjà tirer la sonnette d'alarme et mettre la pression nécessaire à tous ces chefs d'État-là pour leur dire
l'heure est devenue grave, il faut inverser. Et je pense qu'en réalité, ce qui est sous-entendu dans ces choses et ce que nous voyons, ce que nous pouvons laisser, ce que nous laisse entrevoir, c'est la dévaluation du franc CFA. Ça veut dire que nous allons passer dans des systèmes où si on n'arrive pas à une dévaluation, la hausse du coût de la vie va être terrible. Le coût de la vie va augmenter de manière exponentielle parce que là, des gens, les bailleurs de fonds veulent à tout prix que les dettes qui ont été contractées par ces différents pays soient remboursées. Et maintenant, le ministre des Finances français, il devrait être là, c'est sa place, puisque ce que nous utilisons ici comme monnaie n'émane pas de nous, mais émane d'eux. S'il faut rendre fluide ou augmenter les devises dans le pays, à qui incombe la responsabilité, à qui incombe, qui prend la décision finale? Ce ne sont pas ces chefs d'État réunis, ces chefs d'État réunis comme ils étaient réunis dernièrement, qui feront quoi que ce soit. Donc, leur présence était là, sachant que le pays est dirigé de la sorte d'un comptoir, tout simplement, une représentation, c'est-à-dire nos chefs d'État sont tout simplement des têtes de proue qui sont là pour exécuter des politiques dictées par l'étranger et qui doivent appliquer à la lettre. Et conclusion, le pays appauvri et on va drainer le maximum qu'ils pourront faire sans se soucier de ce qui adviendra, de ce qui est de la vie des différentes populations de ces différents pays-là. Alors, cette place-là, je peux dire, pour le moment, il méritait d'être là, mais je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait qu'on change, parce que lorsqu'on parle de l'indépendance et de l'autonomie des pays, il faut qu'on comprenne que les nations, même comme les relations bilatérales et multilatérales, ne peuvent jamais cesser entre différents pays, mais il faut que ces pays soient plus des partenaires que des maîtres. Donc, il faut qu'on en arrive à ce système où les présidents doivent prendre l'autonomie, doivent décider de manière souveraine en ce qui concerne les pays et sortir des éléments qui nous plongent indéfiniment dans les difficultés, parce qu'on va critiquer ici le système, on va critiquer ici la panne neuronale de nos dirigeants, mais il faut également critiquer le système qui est mis en place. Parce qu'un système basé sur le fonctionnement du franc CFA ne donnera absolument aucun bon résultat. Un système basé sur le diktat de la FMI, des ministères, des autres pays étrangers, ne donnera absolument aucun résultat. Donc je pense que le premier combat que nous devons mener, et qui fait même partie du premier combat que le MLC va mener lorsque nous accédons au pouvoir, c'est d'abord la modernisation des institutions, la modernisation du système économique pour repenser le système économique, repenser le système institutionnel du Cameroun, qui va commencer par l'acquisition de l'indépendance et de l'autonomie, qui donnera les coups de franche aux différents dirigeants qui pourront maintenant élaborer des politiques qui peuvent mener jusqu'à la fin sans toutefois être sabotés. Il y a une journal Aliment Baga. On va convoquer le thème ici pour que ça va vous comprendre. Le thème, c'est évaluation de la situation et perspective économique, monétaire et financière de la CEMAC, mesures de consolidation de la résilience. On parle du développement de la bonne mais de la résilience. Est-ce que ça veut dire que c'est quasiment une fatalité? Parce que là, on dit que dans le sommet de la CEMAC, on dit qu'on prend les mesures de consolidation, consolider la résilience. C'est quoi le message qu'on envoie aux personnes? C'est une fatalité. On doit entendre à souffrir. Il n'y a pas de perspective de bonne dedans. Non, mais c'est, comme on dit, quasi ouverte de ce que nous avons longtemps fermé les yeux, même en voyant ça venir. Il y a longtemps, je vous citais aujourd'hui, que le professeur proposait la monnaie binaire, c'est-à-dire qu'au départ, qu'il fallait qu'on ait notre franc CFA qui tourne à l'échelle locale et qui pourrait permettre à ce que certaines secousses, comme celles qui sont en train de s'annoncer, puissent être amorties et que nous ne soyons pas aussi, comme on dit, vulnérables tels qu'on se présente, parce que lorsqu'on vous parle de la résilience, c'est quasiment vous dire que les carottes sont cuites et que si le chef de l'État lui-même vous dit
qu'il faut à tout prix éviter que cela ne s'abatte sur nous, c'est parce qu'il a vu l'éventualité que cela va s'abattre sur nous et que beaucoup d'États qui ont passé le temps à donner des rapports non fiables se retrouvent aujourd'hui prisonniers de la dette. C'est-à-dire que vous vous retrouvez quasiment impossible de rembourser parce que s'il faut même prendre le fonctionnement de toute l'année, vous allez vous retrouver seulement à rembourser rien qu'une dette et la vie nationale sera mise de côté. Donc, on se retrouve aujourd'hui prisonnier et la plupart des États risquent de se retrouver dans ces prisons parce que le FMI, naturellement, ce n'est pas pour se débarrasser de vous. Lorsque vous entrez sous son étreinte, il faut vous maintenir pendant le plus longtemps possible pour pouvoir véritablement se sucrer. À l'Assemblée nationale, on a vu que la loi du gouverneur des finances, la subvention du pétrole a quasiment baissé au Cameroun. Le ministre des Finances est sorti, tambour battant, pour dire non, ça baisse parce que le l'inflation s'est stabilisée, il n'y a pas de problème au niveau local, le pétrole de Rhône-Avant va coûter moins cher, va stagner et nous on ne va pas dépasser au niveau international beaucoup d'argent. Mais on a l'impression aujourd'hui avec la thématique que c'était de véritable affumage des Camerounais. Comment faire en sorte que la subvention baisse, vous êtes super endetté et vous demandez aux gens de consolider la résilience. Comment est-ce qu'ils vont faire pour mettre tout cela en musique? C'est quasiment impossible. Non, d'abord je me pose la question de savoir si eux-mêmes comprenaient déjà le thème de leur sommet. Consolider la résilience, ça veut dire en réalité, on dit au peuple, préparez-vous à serrer encore la ceinture, à vous étrangler. Comme la ceinture là, vous avez serré, préparez-vous maintenant à la serrer davantage. C'est ça la résilience, Au lieu de dire consolider la croissance ou consolider la création des richesses, les gens vous disent de consolider la résilience. Ça traduit également quelque chose. Ça traduit quelque chose de plus subtil. C'est-à-dire que les chefs d'État veulent, pour nous qui comprenons ces choses de manière claire, les panafricanistes de gauche que nous sommes, nous comprenons que certains disent que c'est des sous-préfets. Mais ces messieurs sont en train de vous dire qu'en réalité, nous allons rembourser des dettes que vous allez, parce que d'ailleurs ce n'est pas eux, c'est les peuples qui remboursent ces dettes-là. Vous allez rembourser les dettes que nous avons contractées. Nous avons investi dans nos véritables pays parce que ce sont des néocolons. Vous savez, la plupart de nos pays, en commençant par le Cameroun, sont gouvernés par des gens qui n'aiment pas leur pays. Ils n'aiment pas leur pays, ils servent les intérêts étrangers, c'est connu. C'est connu. C'est pour cette raison que j'ai toujours dit, pour ma part, quand vous voyez une école qui forme les cadres au Cameroun avec des programmes qui n'ont jamais pris un coup de toilettage depuis l'indépendance, ça continue à former des colons à la peau noire. Justement, cette affaire de l'ENAM. Moi, président, je ferme d'abord l'ENAM, je l'éclate en 5 ou 6 écoles. Parce que je vous assure, l'ENAM est la gangrène. L'ENAM est la gangrène qui forme des gens, qui formatent des gens, qui servent les intérêts des autres. Et qui se considèrent, qui se comportent dans nos pays comme des colons, des gens qui ramassent simplement pour amener dans leur vrai pays. Et c'est de ça qu'il est question. Il faut arrêter cela. Et ils sont en train de se trahir. Et moi, je dis aux différents peuples d'Afrique centrale, vous avez vu l'exemple d'Afrique de l'Ouest. L'Afrique de l'Ouest n'est pas n'est pas profondément ancrée dans ces choses-là. Vous voyez nos frères du PASTEF, quand je parle des frères du FDR, des panafricanistes de gauche qui viennent d'arriver au pouvoir au Sénégal. Vous voyez leur détermination, vous voyez leurs orientations politiques. Qui, lorsque vous voyez cette jeunesse-là, avec ces orientations, vous vous dites, le Sénégal est béni de Dieu. Mais pourquoi est-ce qu'en Afrique centrale, on n'a que des peuples qui sont apparemment maudits, avec un leadership qui date de l'époque du Moyen-Âge, qui n'a pas pu savoir. Tous et bienvenue à cette session consacrée à l'information sur les antennes d'Horizon 3 Télévision. 2 titres pour s'ouvrir sur le monde ce soir. 18 décembre 2024 est Journée internationale des migrants. L'occasion est donc de reconnaître la contribution importante des migrants à l'économie, la culture et même à la société de leur pays d'accueil. Qu'est-ce qui amplifie davantage la migration des Camerounais vers l'étranger? On aura le temps de répondre à cette question. Et puis on a dépensé les activités de
reporters sont allés sur le terrain pour recueillir l'ensemble de ces informations. Mesdames et messieurs, voilà pour ce qui constitue la vitrine de cette session consacrée à l'information. On suit tout de suite. L'influence des diasporas dans leur double espace, c'est la thématique qui a été choisie dans le cadre de la célébration de cette journée internationale consacrée aux migrants, chose qui a d'ailleurs permis à l'État du Cameroun de se joindre au reste du monde et au regard des chiffres à lui. En citoyen du monde, il n'est pas inutile de rappeler qu'au-delà des difficultés parfois irréversibles que rencontrent les migrants, leur apport reste cependant considérable. À ce titre, ils jouent un rôle essentiel sur le marché du travail car comblent les pénuries de compétences, apportent l'innovation et permettent de pallier les problèmes démographiques dans les sociétés vieillissantes. Il est donc clair que les migrants stimulent la croissance économique aussi bien dans leur pays d'accueil que leur pays d'origine et par ricochet assurent le développement et la prospérité de leur famille. C'est au regard de ces avantages que les Nations Unies adoptent le 19 décembre 2018 le pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières avec 152 États signataires. Le Cameroun a d'ailleurs signé quelques accords bilatéraux avec certains États, d'où l'appel de l'OIM pour 2025 à la mobilisation des fonds pour soutenir plus de 101 millions de personnes dans plus de 170 pays. Toutefois, si la participation des migrants camerounais est perceptible, il n'en demeure pas moins vrai que le pays tarde à adopter des lois conséquentes, notamment la double nationalité qui pourtant opère dans l'ombre. Un Cameroun qui, malgré son écosystème économique d'ailleurs assez piteux, attire davantage d'expatriés, des expatriés qui au quotidien font face à un ensemble de difficultés, notamment les problèmes de culture, de langue et même relativement justement sur des questions de sécurité. Notre reporter stagiaire Henri Matip était à la rencontre de plusieurs personnes qui ont accepté de partager avec nous leur quotidien, leur vécu. Il nous livre le compte rendu dans cet élément. Les expatriés au Cameroun proviennent de divers horizons et ont des motivations différentes pour s'installer dans le triangle national. Certains sont attirés par les opportunités professionnelles, tandis que d'autres sont motivés par la curiosité culturelle ou la recherche d'une nouvelle aventure. Pour ce qui est de ces personnes déplacées, ils se sentent à l'aise et développent un sentiment de joie et de paix à vivre en terre camerounaise. Donc je suis bien ici au Cameroun. Donc mes sœurs qui sont ici, là, nous sommes bien. Donc les frères qui sont ici, ils ne nous font pas du mal, mais nous sommes bien. Donc je ne peux pas dire que Cameroun n'est pas bien, mais nous sommes bien dedans. Donc c'est seulement ça. Je dis merci seulement. Cependant, ces résidents étrangers au Cameroun rencontrent également des défis importants. L'un des principaux défis est l'insécurité, notamment la criminalité et les cas d'enlèvement, ce qui ne facilite pas leur vécu quotidien dans le pays. Je suis du pays nigérien. Ce qui nous dérange souvent avec le plastique, ils restent dans les taxis avec les tenues d'armée. Elles arrachent le plastique sur la tête des gens et elles partent avec. Et à un certain moment, si tu n'es pas plaigné à la gendarmerie, on te dit que ce ne sont pas des armés, ce sont les voleurs. Quand nous sommes en route là, il y a les gens nous dérangent quand même, il y a les autres qui veulent nous arrêter. Même si tu n'as pas le tramway, on dit que tu vas enlever le tramway. Même si tu n'as pas le tramway, on te prend, on te met dans le taxi. On n'arrive même pas à la gendarmerie. Après, on va te demander, sort tout ce que tu as. Après, tu vas sortir tout ce que tu as travaillé sur toi. Tout ce que tu as travaillé pendant toute la journée. On va prendre tout ça. Après, on va te laisser. Parfois, on t'a même loin des villes. On te laisse même en brousse. On prend tout ce que tu as sur toi. Malgré ces défis,
Les expatriés au Cameroun peuvent également bénéficier d'opportunités importantes. Le vécu de ces derniers est complexe et diversifié. Les défis culturels, linguistiques et sécuritaires sont importants, mais les opportunités d'expérience culturelle, de développement professionnel et de découverte personnelle sont également nombreuses. D'où l'importance de ces expatriés de s'adapter à leur nouvelle vie au Cameroun. Et au cours de cette célébration, de comprendre finalement quelle est la contribution majeure de ces expatriés à l'économie, à la culture et même à la société de leurs différents pays d'accueil. L'occasion également est donnée pour s'interroger sur le nombre d'expatriés camerounais vers l'étranger et qu'est-ce qui justifie l'amplification de ces migrants camerounais. C'est une question qui trouve réponse dans ce reportage signé Martin Luther Pi. Selon l'Organisation internationale des migrations OIM, il y a plus de 270 millions de migrants dans le monde, soit environ 3,5% de la population mondiale. Les migrants sont des personnes qui ont quitté leur pays d'origine pour s'installer dans un autre pays, souvent à la recherche de meilleures conditions de vie. En 2024, le Cameroun compte, selon l'OIM, 170 363 migrants dans le monde, soit 38 530 en France et 14 135 au Canada, qui est devenu le nouvel Eldorado. Malgré leurs contributions importantes dans leurs pays respectifs, les migrants camerounais sont souvent confrontés à des défis tels que la discrimination, l'exclusion sociale, les difficultés d'intégration et les risques de traite des êtres humains. Quelles sont les raisons qui peuvent pousser la majorité à s'en aller? Le Camerounais Pasto, de son nom commun, nous donne son avis sur la question. Je pense que la raison pour laquelle les Camerounais voyagent le plus maintenant, c'est parce que dans le pays, on ne rêve plus. Nous nous rendons compte que ceux qui dirigent la tête de ce pays n'ont plus de vision pour cette nation. Et ça permet en sorte que nous, qui sommes le peuple, alors la jeunesse aujourd'hui, qui ne voit pas d'avenir, est obligée d'aller ailleurs, espérer que peut-être, étant ailleurs, il peut avoir une possibilité de pouvoir s'en sortir. Bon, vous savez, on peut créer les opportunités, mais en principe, on regarde d'abord le haut. Quelle est vraiment la donne que le haut apporte? Parce que ces jeunes qui voyagent, ce n'est pas qu'ils n'ont pas des projets. Ils ont bien de projets, mais est-ce qu'il y a des moyens d'accompagnement par rapport à ces projets? Voilà. Que de rester là, parfois tu commences une tâche, tu commences une œuvre, tu commences un petit business, demain après demain encore. Ce sont ceux qui gouvernent qui viennent fermer bien de choses vraiment qu'on peut citer, mais ils préfèrent aller ailleurs pensant que là-bas, le climat est bien pour que quand tu commences quelque chose, tu as que cette chose a jusqu'à trouver sa maturité. Merci également à vous. Le chômage, la pauvreté, la précarité, le manque d'opportunités et la recherche d'une meilleure qualité de vie sont les raisons souvent évoquées par ceux qui ont refusé de donner leur voix. Selon American Community Survey, 90 749 Camerounais nés au Cameroun vivent aux États-Unis d'Amérique en 2024. Une situation qui plombe le Cameroun dans une réflexion troublante pour l'avenir de sa jeunesse. La Journée internationale des migrants est l'occasion de rappeler l'importance de la protection des droits des migrants au gouvernement, aux organisations internationales et à la société civile qui doivent travailler ensemble pour garantir un traitement digne et responsable aux migrants dans le respect de leurs droits. Été respecté dans les écoles maternelles de la ville de Yaoundé. L'arbre de Noël, l'événement qui marque la clôture des activités du premier trimestre de l'année scolaire, a été célébré dans la majorité des écoles maternelles ce mercredi. Un événement qui permet aux corps enseignants et aux élèves de revisiter l'ensemble des thèmes abordés au cours du trimestre précédent à travers chants, récits et danses devant parents et amis. Lorsqu'on nous confie les petits-enfants en septembre, il y a ceux qui ne savent pas encore parler, ils ne savent pas se prendre en charge. Et nous les éduquons, nous leur apprenons à parler, à dire bonjour. C'est un sentiment de satisfaction lorsque nous les voyons danser, réciter au milieu de cette grande foule. Au groupe scolaire bilingue Etongonsa à Obobogo, la fête de l'arbre de Noël s'est déroulée sans distribution de cadeaux. Une exception dans cet établissement scolaire laïque qui vise à ne pas faire de frustrés. Chez nous, il n'y a pas de cadeau. Parce que lorsque nous offrons les cadeaux aux enfants, ça frustre certains dont les parents peut-être sont pauvres ou qui n'ont pas pu offrir un cadeau à l'enfant. Je pense que c'est ça les petites dispositions que nous avons prises pour permettre que nos enfants aillent en congé sereinement et nous revenir
sereinement aussi le 6 janvier 2025. En remettant les élèves aux parents, les responsables d'école maternelle de la ville de Yaoundé ont déjà les yeux rivés sur le second trimestre. Le deuxième trimestre étant un trimestre décisif, nous allons entrer dans d'autres thèmes. Il y a la nature, il y a tout ce qui va avec, et nous allons encore prendre en charge ces enfants pour leur enseigner comment est-ce qu'on peut créer un jardin. Si vous les avez suivis, ils disent s'ils ne sont pas sages, le Père Noël même à la maison ne va rien leur donner. S'ils ne sont pas gentils, Père Noël ne réagira toujours pas. Donc vous comprenez que s'étant déjà cultivé ainsi à l'école, on imagine que ce même comportement continuera à la maison. C'est avec satisfaction et le sentiment d'un devoir accompli que les élèves et les enseignants prennent congé des établissements scolaires le temps des fêtes de fin d'année. Et pendant qu'ils prennent congé justement marquant les fêtes pour ce premier trimestre, ils sont nombreux pour poursuivre les travaux mais mettre fin au lancement officiel d'un projet de haute envergure, Ndolé City. De toutes les façons, la rencontre qui s'est effectuée dans la capitale pour le cours de recherche qui ont d'ailleurs permis à l'ensemble de ces partenaires de présenter techniquement l'ensemble de leur implication pour la réalisation et la matérialisation de ce projet qui durera très exactement 7 ans. Fallon Nofoué nous rend compte dans ce reportage. Avec un investissement privé estimé à 6 500 milliards de nos francs, Ndolé City ambitionne devenir un véritable pôle d'attractivité pour les investisseurs nationaux et internationaux. Au-delà de la création d'emplois et de la stimulation de l'économie, le projet offre une opportunité pour la promotion de l'innovation en intégrant les dernières technologies pour la protection de l'environnement. Dans leurs différents exposés, quelques promoteurs d'entreprises tentent d'apporter leur pierre à la construction de l'édifice. C'est une opportunité, c'est une grosse opportunité que nous avons saisie. Merci pour la confiance que Ndolé City nous offre. Parce que ce n'est pas le savoir-faire qui manque dans notre pays. Et nous n'allons pas inventer la roue. Nous prenons ailleurs ce que les autres ont fait pour amener chez nous. Or, ce qui s'est fait dans notre pays, rien de cela n'est fait. Nous pensons que nous méritons mieux. Tout ce qui rentre dans le projet Ndolé City, nous avons parlé de la construction. Béton armé, nous avons parlé de la construction métallique, nous avons parlé de tout ce qui est énergie et structure informatique. À leur suite, le top management de la structure Sanlam Assurance promet apporter la protection et la sécurité de toute personne engagée dans ce projet. Si nous sommes là, Sanlam Alliance, par rapport au projet Ndolé City, c'est parce que ce projet ayant été conçu à la base a compris que la place des assurances est importante et capitale dans ce projet. Et pour cela, de façon concrète, les assurances, en l'occurrence Sanlam Alliance Assurance, va apporter la protection et la sécurité de tous les employés ainsi que le personnel de toutes les entreprises qui sont engagées dans ce projet. Plus qu'un projet d'infrastructure, Ndolé City est un symbole de progrès et de modernité pour le Cameroun. Nos espoirs restent tout de même mitigés, notamment sur les pratiques de corruption ambiante, le système de pot de vin, les lenteurs administratives dans un système sclérosé. Ce projet ne court-il pas le risque de mourir dans l'œuf comme un éléphant blanc, comme ce fut le cas des autres méga-projets, ou d'accoucher d'une souris, confère autoroute Yaoundé-Douala, complexe sportif d'Olembe, avec hôtel 4 étoiles, gymnase, piscine et de nombreux terrains de disciplines sportives autres que le football. Attendons de voir. Et en attendant la matérialisation d'un tel projet, intéressons-nous cette fois-ci à cette sortie controversée qui pourrait être taxée de gesticulation administrative. On se souvient lors de cette Confédération africaine de football award 2024 au Marrakech au Maroc, le ministre chargé justement des missions à la présidence, Philippe Bargambois, affirmait justement devant une pléthore d'invités à Mondovision que le Cameroun finalement était prêt pour organiser des Coupes du Monde de haute envergure. Des sorties très controversées au regard justement de l'écosystème et même du paysage infrastructurel dans notre pays, la qualité de nos aéroports qui interroge la quiétude de plus d'un et même nos infrastructures routières. Quelques éléments qui suffisent justement pour plonger un regard un peu plus critique relativement à la sortie de ce ministre. Yvan Amini nous en dit plus. C'est sans doute l'une des sorties les plus partagées sur la toile
Depuis le début de cette semaine, le ministre chargé des missions à la présidence de la République du Cameroun, Philippe Bagamboa, affirme au cours des Kafawat 2024 que le pays de Samuel Eto'o est prêt à accueillir l'organisation des compétitions internationales de football comme la Coupe du Monde. C'est un visionnaire qui a mené le football camerounais au-delà des moyens de son expansion. C'est un grand bâtisseur qui a construit de merveilleux stades de dernière génération qui ont fait le bonheur des joueurs lors de la dernière Coupe d'Afrique 2021 au Cameroun. Ces merveilleux stades, Monsieur le Président de la FIFA et de la CAF, sont disponibles pour abriter des compétitions de rang mondial. Nous espérons que vous les amènerez un jour au Cameroun. Le message adressé à la Fédération internationale de football et associations par le biais du membre du gouvernement arrive dans un contexte où actuellement le Cameroun dispose de près de 7 stades, pour la plupart inachevés. De plus, en 2024, la Confédération africaine de football a homologué seulement 2 stades pour abriter les rencontres internationales de matchs de football. Il s'agit du stade Amadou Ahidjo de Yaoundé et le stade Omnisport de Kwekong à Bafoussam. Si l'on s'en tient au nombre de stades nécessaires pour l'organisation de la Coupe du Monde dans le format actuel, il en faut 16. Actuellement, le Cameroun n'en dispose même pas de la moitié, même si on inclut ceux non opérationnels. La prochaine Coupe du Monde se tiendra en 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique, 3 pays développés plus que le Cameroun. Comment comprendre une telle déclaration ? Le réseau routier national, de manière générale, est dans un état de dégradation préoccupante, d'ailleurs à l'origine de nombreux accidents mortels. L'organisation d'un tel événement nécessite aussi l'amélioration de la qualité des services fournis dans les aéroports des grandes métropoles du pays. Or, à date, et selon l'avis de plusieurs observateurs, les aéroports du Cameroun ne respectent pas les normes internationales. La qualité du réseau de téléphonie mobile et les plateaux techniques dans les formations hospitalières publiques sont des éléments essentiels à prendre en compte pour le bon déroulement d'un tel événement de rang mondial. Il faut préciser que la plupart des membres du gouvernement et assimilés, leurs familles proches, se font évacuer aux frais du contribuable pour aller suivre des soins de santé à l'étranger. Le réseau internet et d'appels téléphoniques ne sont pas en reste. De ce côté, la qualité du service est au rabais et en perturbation permanente. Malgré les annonces pompeuses des managers de ces entreprises étrangères, la politique sanitaire actuelle, impulsée dans le pays, peine à satisfaire les préoccupations des populations camerounaises. La sortie du ministre Bagamboa suscite moult questions. Le peuple camerounais assisterait-il à une forme de distraction? Les membres du gouvernement vivent finalement dans quel Cameroun? Ou sur une autre planète, peut-être comme dans Ville Cruelle, des Aboto, où l'on avait un Tanga Sud et un Tanga Nord? Louis Ebou Peker, à la mention de son nom, il résonne tout de suite directeur général de l'autorité portuaire nationale du Cameroun. Il s'est éteint ce 18 décembre 2024 à l'hôpital de la Caisse nationale de prévoyance sociale, ici dans la capitale politique du Sud de Maladi. Il a d'ailleurs bénéficié justement les condoléances solennelles de son ministère tutelle, le patron de cette institution ministérielle, Massé Nangale Libéré, qui a adressé ses condoléances à la famille. Ce qui nous intéresse dans le cadre de ce journal, c'est le parcours très exceptionnel de cet homme brillant, en tout cas, et dynamique, ayant ainsi servi la nation camerounaise. Carnel Guépi nous en dit plus. Originaire de la Sanaga maritime, Louis Ebou Peker était un homme inspirant pour plusieurs jeunes. Titulaire d'un doctorat de 3e cycle en droit privé, il a passé l'essentiel de sa carrière professionnelle dans les services juridiques et du contentieux des entreprises publiques et privées. Il est passé dans de nombreuses entreprises, notamment au Fonds national de développement rural, au Crédit agricole, où il a occupé le poste d'adjoint au liquidateur après la mise en liquidation de l'institution publique dans les années 90 à la société brassicole Siak Isenberg, l'Union Bank of Cameroun, où il va occuper le poste de directeur de recouvrement. Il a également occupé le poste de directeur régional Afrique à Health World Foundation. Le 12 mai 2021, il est nommé par décret du chef de l'État directeur général de l'autorité portuaire en remplacement de Josué Yumba, lui aussi fauché par la maladie, poste qu'il occupe jusqu'à la date de son décès.
Il était donc le patron de l'autorité portuaire nationale du Cameroun, cette institution placée sous la tutelle du ministère des Transports que dirige actuellement Masséna Ngale Bibehe. En tout cas, l'autorité portuaire nationale était donc mise sur pied pour l'implémentation de la politique portuaire nationale du Cameroun. Sa découverte, Mimi Rose Binda nous y conduit. Établissement public à caractère administratif et technique, doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière, l'autorité portuaire nationale a été créée par la loi numéro 98/21 du 24 décembre 1998 portant organisation du secteur portuaire du Cameroun et organisée par le décret numéro 99/126 du 15 juin 1999, puis réorganisée par le décret numéro 2019/172 du 5 avril 2019. L'autorité portuaire nationale joue un rôle très important dans le processus de la construction et de développement du Cameroun à travers la valorisation et la promotion de l'espace portuaire camerounais. Elle est l'institution chargée de gérer les installations portuaires publiques et de réguler l'ensemble du secteur. Elle assure le contrôle de la navigation dans les ports et la régulation du trafic maritime portuaire. L'autorité portuaire planifie la programmation et le suivi des escales des navires, la police de manutention, de stationnement et de transit des marchandises dangereuses, de balisage portuaire, constitué d'un conseil d'administration, d'une direction générale, d'une cellule de suivi et de relance, des conseillers techniques et des autres directions des études, de la prospective du développement portuaire. L'autorité portuaire nationale a pour mission de veiller au respect des règles de concurrence dans l'exercice des activités portuaires, d'homologuer les tarifs des services portuaires et d'en assurer le contrôle en liaison avec les administrations concernées. En matière de supervision des activités portuaires, elle élabore en concertation avec les organismes portuaires autonomes le schéma directeur portuaire national qui doit tenir compte du souci de favoriser la compétitivité. Tout ceci dans une vision de faire du secteur portuaire un secteur toujours plus dynamique, compétitif et sûr. Malheureusement, ce 18 décembre 2024, l'autorité portuaire nationale est devenue orpheline de son directeur général, Louis Ebou Péké, décès survenu ce matin à Yaoundé. Les circonstances et les causes de sa disparition restent encore inconnues du public. Souvenons-nous qu'il a été nommé à ce poste le 12 mai 2021 par décret présidentiel et dont la mission était de dynamiser les ports camerounais et faciliter le commerce international. Il tire sa révérence, laissant l'autorité portuaire nationale et l'économie camerounaise dans une profonde douleur. Reposez en paix, monsieur le directeur. Et puis en sport, on s'intéresse ce soir à la subvention de l'État du Cameroun au club de football du championnat professionnel d'élite du Cameroun. Une importante réunion à cet effet entre le ministre des Sports et de l'Éducation physique, le professeur Narcisse Mouelle Kombi, avec les présidents des clubs qui viennent de s'achever il y a quelques minutes seulement dans la salle des conférences du patron de cette institution ministérielle. L'ordre du jour qui portait sur la distribution des subventions du gouvernement camerounais directement aux clubs que par le biais de la Fédération camerounaise de football. Les présidents des clubs ont accepté de s'exprimer au micro d'Horizon 3 Télévision à travers l'ex-Rotique Bekono. Des années passées ou une avance sur l'année qui commence. Les clubs jouent avec leurs moyens, mais maintenant la balle est dans le camp de ceux-là qui sont nos partenaires. Pour le dire, la question qui se posait était sur comment ventiler la subvention de l'État, à quoi elle est destinée. Pour un petit rappel, la subvention de l'État était destinée au paiement des salaires de joueurs, à l'initiative. Vous ne pouvez pas recruter un joueur qui est votre employé et recevoir d'une tierce personne la recommandation de payer un salaire. La FECAFOOT nous impose 200 000 en promettant un accompagnement qui ne suit pas. Vous comprenez donc que ça devient difficile. Les présidents de clubs sont traités de tout dans les réseaux sociaux et sur les plateaux de vos médias, alors qu'en retour, on ne va pas à la source pour comprendre quel est le problème qui s'oppose. Écoutez, partout on parle du bien-être du footballeur, le SINAFOC est là. Et nous nous réjouissons de ce que nous avons été appelés pour participer à cette concertation. Il faut dire que les solutions envisagées nous conviennent, parce que nous avons toujours demandé que cette subvention qui avait été dès l'origine
mises en place pour venir en appui au salaire des joueurs qui en sont les destinataires finaux, que cette subvention aille vers eux. Donc les solutions que nous attendons. Parlons de l'actualité hors de nos frontières. Au Kenya, où quelques policiers ont été durement sanctionnés après les répressions d'une manifestation contre les féminicides. Et puis on dénombre un peu plus de 45 000 personnes déjà mortes dans le cadre de cette guerre dans la bande de Gaza. Quelques actualités à l'international qui nous permettent d'ouvrir le cahier du round-up qui porte la signature de Madeleine Gobando. Au Kenya, des officiers de police ont été sanctionnés après avoir réprimé une manifestation féministe la semaine dernière à Nairobi. La direction de la police a annoncé lundi 16 décembre au soir la mutation de 2 commandants en charge du maintien de l'ordre ce jour. Une décision qu'ont salué les organisations de défense des droits de l'homme, mais cette mesure, selon elle, reste largement insuffisante. Elle demande notamment des poursuites judiciaires à l'encontre des responsables de la répression, ainsi qu'une réforme profonde des méthodes du maintien de l'ordre au Kenya. En juin dernier, la répression de manifestations anti-gouvernementales avait fait plus d'une 60aine de victimes. Guerre en Israël et au Hamas, les autorités sanitaires palestiniennes ont rapporté il y a quelques jours que le nombre de morts causés par la guerre de 14 mois entre Israël et les militants du Hamas dans la bande de Gaza a dépassé les 45 000. Le ministère de la Santé de Gaza précise qu'il n'y a pas de distinction entre civils et combattants dans ce décompte, mais indique que plus de la moitié des victimes sont des enfants et des femmes. L'armée israélienne affirme avoir tué plus de 17 000 militants, sont toutefois fournis de preuves à l'appui. Selon le ministère de la Santé palestinienne, le bilan réel pourrait être encore plus élevé car des milliers de corps restent ensevelis sous les décombres ou dans les zones inaccessibles au secours. 20h à Biwombane, nous sommes dans le département de la ville, la région du Sud Cameroun. Mesdames, Messieurs, fin du journal pour cette autre sortie de la semaine. Merci pour cette attention particulière. Je vous laisse en compagnie de nos programmes, en compagnie de Bertrand Bika dans le cadre de ce programme Horizon Soir. Quant à moi, le rendez-vous il est pris pour demain lorsqu'il sera très exactement 19h30. Mais en attendant, n'oubliez jamais, la connaissance reste et demeure le seul escalier qui vous conduira vers la richesse parce qu'il n'y a rien de spirituel dans la pauvreté. Bertrand, je repasse l'antenne. À demain. Voilà, merci Romary de nous repasser l'antenne. On vous dit demain, lorsqu'il sera 19h30. À demain. Au revoir. Voilà, de retour sur le plateau de l'émission Horizon Soir. Nous sommes tous sur le plateau avec le président de tout temps, de tous les temps, le révolutionnaire le plus en vue, le révolutionnaire le plus convaincu et convaincant du Cameroun, président national du FDR. Il est avec nous ce soir. Nous sommes toujours avec Aimé Cyprien Olinga. Nous sommes avec Aliman Baga qui ici porte l'ex-appui du Social Democratic Front avec fierté, avec maestria. Nous sommes toujours avec voilà, Évariste Longa, voilà, Longa, qui est président départemental du MRC pour la Moufoua Kono. Secrétaire départemental de MRC, Moufoua Famba. Voilà, Moufoua Kono, voilà, c'est ça. Nous sommes toujours avec sur ce plateau depuis bientôt 1 heure. On prend beaucoup de plaisir à être avec vous, on espère que le plaisir est partagé. La communauté grandit au jour le jour. Nous vous remercions de fidélité, nous honore véritablement. On va adresser la thématique centrale de cette émission de ce soir. Le Cameroun de Oumniobé, le Cameroun d'Ernest Ouanzi, qui jadis était un fleuron de l'économie. Le Cameroun qui jadis était quasiment la pépinière de l'Afrique. La pépinière du monde. Il y a beaucoup de pays aujourd'hui qui venaient ici à l'époque prendre des intrants. Sur le pays d'Asie, on ne va pas rester ici là de manière exhaustive, qui aujourd'hui a atteint un certain niveau de développement économique de ce côté. Le Cameroun qui, dans les années 80, ont convoqué quand même l'autosuffisance alimentaire. Ici, les denrées cherchaient preneurs, car les Camerounais avaient suffisamment de quoi consommer et ne s'en privaient quasiment pas. C'était une fierté nationale. Depuis un certain moment, la dynamique avait évidemment changé. Selon les résultats du cadre harmonisé de octobre 2023, 10% des personnes au Cameroun sont en situation d'insécurité
alimentaire. C'est suffisamment grave. Ça nous donne moins d'environ 3 millions de Camerounais sur 30 millions de Camerounais qui, au jour le jour, n'arrivent pas à jeûner debout, n'arrivent pas à manger de manière efficace, efficiente, n'arrivent pas à manger de manière normale. Dans un pays qui est doté d'autant de richesses, dans un pays qui est doté de tant de terres arables, dans un pays où on convoque quand même des détournements en termes de milliards de francs, de vol au Cameroun, des dirigeants, est-ce que cette situation n'est pas paradoxale? On va causer ça ici, là. Là, ce soir, mais c'est que les gars, 3 millions de Camerounais ne mangent pas. 3 millions de Comment Camerounais. Vous analysez ça? Quand vous connaissez le Cameroun, 3 millions de Camerounais ne mangent pas. 3 millions de Camerounais ne mangent pas. Je crois que le chiffre n'est pas... Ça, c'est les statistiques. Parce que si on va en profondeur dans les analyses, je trouve que ces chiffres-là ne traduisent pas la réalité concrète. Parce que nous vivons dans des quartiers, nous vivons avec des gens et nous voyons comment est-ce qu'on vit autour de nous. Je ne dirais pas que nous-mêmes nous sommes mieux lotis, mais je crois que lorsque j'observe tout autour de moi, même dans le quartier où je vis, je connais des ménages qui ont de la peine à faire bouillir la marmite tous les 2 jours. Tous les 2 jours? Oui, tous les 2 jours. Donc, j'ai dit, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Et quand on sait effectivement que dans les années 80, le Cameroun, vous l'avez si bien dit tout à l'heure, était le grenier de l'Afrique centrale. Les pays voisins venaient justement s'approvisionner ici. Le Cameroun était justement la pépinière, vous l'avez aussi dit avec beaucoup de pertinence. Pour certains pays d'Asie qui aujourd'hui vraiment côtoient le développement, et nous avons, au lieu d'avancer, nous côtoyons plutôt la misère. Et c'est dommage parce que les politiques publiques qui ont été menées dans ce pays, justement, et je le disais dans le premier sujet que vous avez évoqué, ont contribué à appauvrir notre pays. Ces politiques, c'était des mauvaises politiques, c'était des mauvais choix stratégiques, c'était des mauvais choix économiques qui ont plombé systématiquement le développement économique et social de notre pays. Et le résultat, il est là. On aurait même pu, de manière, j'allais dire, si on avait connu, on avait quand même adopté la démocratie depuis 1990 comme système de gouvernement, on serait probablement, on aurait eu depuis 90 peut-être 3 ou 4 alternances, que ça aurait dilué un peu l'effet pervers de ces mauvais choix politiques. Ça aurait dilué. Mais malheureusement, on a fait des mauvais choix politiques et les responsables du pouvoir se sont cramponnés au pouvoir. C'est-à-dire qu'ils ont multiplié à faire les mauvais choix politiques dans le temps, pendant 4 décennies. Et le résultat, il est là aujourd'hui. Il est là et il va falloir du temps pour nous qui allons arriver au pouvoir après M. Biya dans quelques temps pour redresser tout cela. J'ai parlé des politiques économiques et surtout de ce fameux CFA. Je crois que, bon, c'est vrai que le CFA, il était aussi là dans les années 80 lorsque M. Ahidjo, mais lui au moins avait une politique qu'on pouvait lire à travers les plans quinquennaux. Il y avait, parce que vous avez, on dit gouverner c'est prévoir. Prévoir c'est planifier. Le développement ce n'est pas la gestion à la petite semaine. C'est des plans de développement, c'est des programmes qu'on peut à la limite évaluer dans le temps, à certaines échéances. Alors, à partir de ce moment, lui au moins on pouvait lire. Et il y avait, on parlait de l'or vert, on parlait de la révolution verte. C'est-à-dire que le système Ahidjo avait fait de l'agriculture un des maillons essentiels, n'est-ce pas, dans sa politique économique. C'est pour ça que je disais que c'était lisible. Et ça donnait des résultats. Maintenant, ceux qui sont arrivés après sont spécialisés dans l'improvisation, dans la gestion à la petite semaine, et rien n'est planifié. Ils se réveillent un matin et on vous dit vraiment la population est passée comme si
On n'a pas vu venir. Les véritables politiques planifient même le développement sur 50, 100 ans. Ça se planifie, il y a des éléments, il y a des outils pour les gestionnaires, nous autres que nous sommes. Il y a des outils qui vous permettent de planifier le développement à partir d'un certain nombre d'indicateurs économiques. Vous pouvez planifier à 5% de marge d'erreur le développement dans 100 ans, si vous êtes sérieux. Maintenant, je parlais également du CFA, parce qu'en réalité, il faut dire, le Cameroun ne produit pas. Le Cameroun n'est pas un pays de production. Et ça, c'est dû à ces mauvais choix économiques. Le Cameroun ne produit pas. Le Cameroun, de M. Biya, je dis bien, le Cameroun de M. Biya, depuis 42 ans, s'est comporté, comme je disais tantôt, en comptoir colonial, en économie de rang. Nous sommes restés une économie de rang, comme pendant la colonisation. C'est-à-dire que le Cameroun produit des matières premières, on exporte le cacao en fèves, on exporte encore que les ressources du pétrole. Tout le monde sait comment ça se passe. Lors du dernier sommet, on a demandé au FMI d'aider la BIAC à rapatrier les fonds du pétrole. Bon. C'est une des résolutions du dernier sommet. On peut penser que cet argent n'est pas dans nos caisses. Non, elle ne le sera même pas. Parce que même si le FMI le dit, nous savons, nous autres financiers, quand nous parlons du compte d'opération, ce n'est un secret pour personne, qu'au moins la moitié, n'est-ce pas, de nos devises, de nos avoirs extérieurs restent dans le compte d'opération en hexagone. Ça veut dire que les devises que nous produisons peut-être en vendant quelques barils de pétrole ne viennent pas intégralement à la BA. Donc, près de 50% restent ailleurs. Mais comment est-ce que quand vous voyez le ministre qui était assis, il fallait donc lui dire, il fallait dire à monsieur le ministre qui retient nos avoirs extérieurs à concurrent de 50% que désormais, nous avons besoin des 50% que vous gardez. Et c'est en cela que je dis, la sortie du CFA est un impératif majeur pour que nos pays puissent être en capacité, en pleine souveraineté, de faire des choix économiques qui nous permettent justement de sortir de la misère. Aussi longtemps que ces préfets ou bien des sous-préfets vont rester là, et puis avec le compte d'opération et tout ce que cela comporte, eux, ils se contentent d'être chefs d'État parce que les maigres devises qui sont renvoyées, et ils en profitent, eux et quelques collaborateurs. Mais non, nous ne serions pas sortis de l'auberge. Il faut véritablement une révolution. Et la révolution passe justement par l'acquisition par nos pays de leur pleine souveraineté. Leur pleine souveraineté. Je le dis ici et j'insiste là-dessus. Si nous ne sommes pas des pays souverains, on aura beau claironner autour, les mêmes choses vont produire les mêmes effets, même si on enlève M. Biya aujourd'hui, on met un autre néocolon, ça ne changera pas. Et c'est en cela que je dis, pour ma part, le Cameroun doit avoir un leadership qui transforme l'économie de rang en économie de production. Et pour transformer l'économie de rang en économie de production, il est important que nous ayons la maîtrise de l'un des deux instruments majeurs de politique économique qui est la monnaie. Parce que vous pouvez, la plupart des économies la plupart de nos économies, les économies des pays du précaré français, entre guillemets, des pays qui utilisent le CFA, sont des pays qui opèrent sur un seul levier, le levier budgétaire. Or, une économie normale, un pays normal, doit évoluer sur les deux leviers, c'est-à-dire le levier budgétaire et le levier monétaire. Vous pouvez avoir des soucis au niveau budgétaire, vous pouvez faire des corrections avec le levier monétaire. Par exemple, il y a des politiques de crédit. Vous pouvez décider, quand vous avez la pleine souveraineté, la pleine maîtrise de votre... d'injecter c'était mon temps oui, dans la production de tel ou tel produit de consommation de masse. Et ça a un effet induit sur l'ensemble du système économique. Mais quand vous n'avez pas la maîtrise de votre monnaie, quand c'est les autres qui la gèrent, quand c'est les autres qui vous envoient 50% de vos réserves extérieures
comment vous pouvez mener des politiques de développement cohérentes? Voilà, merci Président. Monsieur Aliman Bagawi, le Président estime que la quasi-totalité des revenus des pays sur la sous-région du Cameroun est retenue à l'étranger, mais ça n'enlève pas le caractère suffisamment messianique de nos terres. On dit souvent qu'au Cameroun, même si tu peux jeter un grain de riz ou d'arachide au boudon, il pousse. Pourquoi est-ce qu'on a cette terre aussi messianique qui peut vous donner tout ce qu'on a? On a quand même des agents qu'on voit dans le budget qui sont constamment voués, ça veut dire qu'il y a un agent. Paradoxalement, on a l'argent, on a les terres et on va de plein pied dans les substances alimentaires. Qu'est-ce qui peut expliquer ça dans un pays béni des yeux comme le Cameroun? Alors, Bertrand, il faudrait voir que c'est une... Comme on parle de crise alimentaire, nous allons voir que c'est une crise qui est maintenue volontairement parce que nous avons tous les outils pour pouvoir s'en échapper. C'est une crise qui, naturellement, est aussi issue de la malgouvernance. C'est-à-dire qu'à un moment, les populations peuvent se lasser en se disant « je ne serai partisan du moindre effort si jamais ceux qui sont en haut sont là rien que pour détourner et amener à d'autres chemins ce que nous produisons comme effort. Et maintenant, nous tous, on va croiser les bras et les attendre tomber du jour au lendemain. » Et ça aussi, c'est une très mauvaise analyse. Nous allons voir que depuis même la naissance de nos États, c'est-à-dire avec les indépendances, il y a eu comme une volonté de maintenir une sorte de crise à répétition protéiforme sur nos têtes. C'est-à-dire, si ce n'est pas une crise économique, c'est une crise sécuritaire, c'est pas sécuritaire, c'est alimentaire, c'est pas alimentaire, c'est une crise identitaire, c'est pas identitaire. C'est-à-dire, il faudrait toujours qu'on maintienne les dirigeants en haleine et pouvoir leur rappeler que, attention, c'est lui qui va vouloir s'échapper. Nous allons juste activer une crise qui va mettre en difficulté les populations qui sont souverains et capables de vous éjecter quand ils veulent. C'est-à-dire, lorsque le peuple en a marre, véritablement, vous allez le rencontrer en face. Même si c'est des promesses de mort, vous serez incapable d'en donner à tout le monde qui sera face à vous. Donc, vous serez incapable. Et c'est à partir de là qu'on gesticule. Si vous regardez, l'insécurité alimentaire aujourd'hui peut s'annoncer sous diverses formes. Il y a d'abord les crises internes et les déplacements. C'est-à-dire, quand les populations peuvent quitter des zones où ils étaient propriétaires des terres pour aller dans des zones où elles ne sont pas propriétaires, naturellement, elles auront faim, ces populations-là, elles auront tout ce qu'il y a comme difficulté et elles ne produiront pas. À partir de ce moment, elles voudraient bien s'alimenter. Ceux qui vont souffrir, c'est ceux qui sont propriétaires des terres et qui ont des exploitations, des petits champs, qui vont les voir piller, voler et ensuite, naturellement, associés au changement climatique qui devient de plus en plus rude, nous n'avons quasiment plus de projection de production. Parce que quoi? Nous avons tous les ingrédients réunis pour qu'il y ait une insécurité alimentaire à long terme. Et pourquoi? Parce que nos dirigeants n'ont pas eu la sage projection de ceux qui devraient naturellement encadrer tous ceux qui ont la charge de diriger un peuple comme le Cameroun, béni de Dieu. Nous dire certaines valeurs, on se dit, même les arachides, vous ne pouvez pas en avoir pour 25 francs. Des arachides issus du champ, vous ne pouvez pas dire à quelqu'un, je veux pour 25. Il va vous dire non, c'est à partir de 100 francs. C'est la pauvreté que nous-mêmes, on entretient volontairement, alors qu'on a les capacités. Nous avons des terres et beaucoup de programmes qui devraient nous amener aujourd'hui à être leaders. Nous avons vu les pays de la sous-région qui venaient se ravitailler chez nous. C'est-à-dire, et qui continuent même sous d'autres fenêtres, malgré certaines barrières qui voudraient bien à ce que nous nous conservions et que ces pays développent aussi des mesures de production chez eux. Mais nous avons aujourd'hui des lacunes à tous les niveaux. On a évoqué un certain temps le comice agro-pastoral qui, jadis au temps d'Aïdjo, était une vitrine où les agriculteurs pouvaient se vanter. C'est-à-dire, en attendant le comice, il faudrait que je vous en montre, que je vous emmène le plus gros régime de planteurs, la plus grosse tubercule de manioc et tout le reste, igname, parce qu'effectivement, il y avait une volonté de pouvoir expérimenter et aller au-delà. Mais aujourd'hui, le dernier date de plus de 10 ans aujourd'hui, le dernier comice agro qu'on a tenu à Ebolova, et qui s'est tenu aussi après plusieurs années de l'avant-dernier. Quand vous avez un pays qui néglige ce genre de vitrine, mais pensez seulement que c'est un pays qui voudrait vous voir mourir de faim. Parce que tout ce qu'il y a, c'est effectivement aller dans cette migration
où on nous a longtemps vanté l'agriculture de deuxième ou troisième génération, mais qui aujourd'hui peine à vous donner même les résultats de la première génération. Moi, je dis souvent, avant que le tracteur ne passe quelque part, il faudrait d'abord que la machette passe. Si la machette ne peut pas passer et entretenir ces jachères qui aujourd'hui réunis pourront faire 2 hectares, 5 hectares, 10 hectares, parce que nous avons des petites jachères de 2000 mètres carrés, 1000 mètres, 3000 mètres, 500 mètres, parce que bon, c'est proportionnellement aux efforts des différentes femmes qui cultivent ces jachères. Mais mis en gros, lorsqu'un village peut réunir ces jachères où il a pris le temps de cultiver, il peut totaliser 6 hectares, 8 hectares, 10 hectares, qui, avec la mécanisation, peut faire en sorte qu'on cultive les 10 hectares en moins de mois et ensuite aller dans l'extension de d'autres parcelles pour pouvoir garantir la production qui va nourrir le village, nourrir la contrée, pouvoir aller dans l'exposition vente et ramener des dividendes. Mais aujourd'hui, on est incapable parce que les familles ont été dans le copier-coller d'une certaine pauvreté que nos dirigeants nous ont installée dans la tête. C'est-à-dire, ils se suffisent à acheter tout parce qu'ils ont de l'argent, à ne pas encourager à ce que les gens aient des jachères ou des cultures tout autour qui peuvent renforcer avec des maigres salaires. Moi, je me souviens, mon père travaillait, ma mère travaillait, était fonctionnaire, mais nous ne manquions jamais de jachères ou de champs en brousse. Nous ne manquions pas des arachides à la maison, de champs de manioc quelque part. Quand ça ne va pas, même si ça va, on devrait aller au champ, déterrer, concasser les arachides, griller et manger, et savoir que l'argent que papa ou maman obtient, c'est pour nous payer l'école, pour nous préparer les habits, pour nous chercher autre chose. Voilà, et à partir de ce moment, c'est une politique qu'on doit lancer pour qu'une nation s'autosuffise et ensuite puisse être utile à elle-même. Voilà, Évariste Longa, en préparant cette émission, on a essayé de poser des questions à beaucoup de personnes. Beaucoup estiment que l'État fait beaucoup d'efforts. Mais aujourd'hui, les sécurités alimentaires a été plombé par la crise du nord-sud-ouest, l'extrême nord et un peu l'est du Cameroun. On estime que c'était des grands bastions de production jadis. Mais aujourd'hui, les populations, comme on dit, ont déserté cette zone. Et que c'est la principale cause qui fait en sorte que cette crise s'exacerbe au niveau du Cameroun. Est-ce que c'est la principale cause ou bien au-delà de ça, il y a d'autres expressions possibles? Non, effectivement, dans les problèmes alimentaires que rencontre le Cameroun, on peut citer la cause sécuritaire comme l'une des causes. Comme l'une des causes, la crise sécuritaire. En deuxième, si on parle même de cette crise sécuritaire, on ne devrait pas parler comme des gens parlent de manière vulgaire en disant que l'État fait l'effort et c'est à cause de la crise. Comme s'il y a une dissociation entre l'État et la crise. La crise est la cause de l'État là, c'est la cause de la mauvaise gouvernance. Puisque l'État était dans une forme un peu normale, la crise ne serait jamais aux champs. Les champs sont abandonnés et c'est ainsi que la crise alimentaire se retrouve un peu partout. Et c'est la même chose avec le Nord, en parlant du Boko Haram. Le deuxième élément qui exacerbe cette crise, cette insécurité alimentaire, c'est le manque d'infrastructures. Parce que vous savez, si on était même dans une situation normale, où certaines régions, soit par les calamités naturelles, ou par des mauvaises dispositions de température, de relief ou de quelques phénomènes naturels que ce soit, se trouvaient en difficulté alimentaire, si on avait une bonne des infrastructures acceptables sur le plan routier, sur le plan ferroviaire, sur le plan maritime ou sur le plan même aérien, il y aurait eu une sorte de compensation entre des régions en difficulté et des régions un peu plus nantis. Vous voyez le cas du Cameroun actuellement, lorsqu'on parle, si vous arrivez dans certaines zones de la province de l'Est particulièrement, vous allez voir qu'il y a des productions excessives qui pourrissent même le long de la route, où des gens mettent des productions agricoles le long de la route, mais comme il est impossible aux véhicules d'arriver là-bas, ça pourrit le long de la route. Ça veut dire que... Des enclavements à basse production, c'est un peu... Exactement. Ça veut dire que ceux qui produisent là-bas produisent à l'excès. Mais parce qu'il n'y a pas d'infrastructure qui peut permettre de porter ces productions là-bas et d'aller donner en compensation à d'autres régions qui seraient en difficulté liées à des intempéries naturelles ou à toutes ces choses,
Le manque de ces infrastructures-là contribue énormément à cela. À côté de cette infrastructure, lorsqu'on va parler des régions du Nord, par exemple, parce que quand on parle même de l'extrême Nord, le phénomène Boko Haram ne se trouve pas dans l'ensemble de l'extrême Nord. Donc, il existe encore des endroits où les productions pouvaient être assurées. Vous vous souvenez de l'inondation qu'il y a eu à Yagua. Vous avez entendu le nombre de têtes de bétail qui sont parties, qui sont noyées, les champs et tout. Que cela également relève de ce manque d'infrastructures. Ce manque d'infrastructures qui a fait qu'on n'a pas pu faire des drains pour canaliser, des drains et des barrages pour canaliser et contrôler le flux de l'eau. Et vous vous souvenez, les rivières comme la Benue, la Lagone Rechari, il y a un certain temps, sous le régime Aïdjo, c'était des fleuves navigables. C'était des rivières navigables. Vous vous rappelez du port qui existe même jusqu'à présent sur la Benue. Mais à cause de l'ensablement, il est impossible que ces fleuves soient exploités. Et vous savez que lorsqu'on parle de l'ensablement, on parle de la réduction du lit des fleuves. Du coup, ça fait que cet ensablement qui a pris tous ces fleuves-là, y compris tous les maillots qui sont dans le nord, totalement ensablés, lorsqu'il y a la moindre crue, l'eau, les lits des rivières ne pouvant plus contenir ces eaux, ça fait qu'il y a débordement de manière permanente. La toute petite pluie conduit directement à des inondations et c'est comme ça que des bassins de production sont inondés et sont détruits. Or, et lorsqu'on va encore plus loin, on va voir tout l'élément qui globalise tout ce que nous sommes en train de dire, c'est la politique agricole inappropriée. Parce que vous voyez, lorsqu'on a une politique agricole appropriée et orientée vers l'expansion de l'agriculture et dans l'assurance de l'autosuffisance alimentaire de toute la nation, surtout pour un pays béni comme le Cameroun, on ne devrait pas être confronté à ce que les paysans, vous avez si bien présenté, je suis le secrétaire départemental de la Moufafamba, mais je vous dis que dans la Moufafamba, où nous sommes à moins de 50 km de Yaoundé, nous avons des problèmes d'engrais. Nous avons des problèmes d'intrants, nous avons des problèmes même de semences, qui est un véritable problème, des problèmes de semences. Alors comment est-ce qu'on peut vouloir encourager l'agriculture en commençant même par la première génération et que la machette qui est l'outil courant d'utilisation se retrouve au moins à 2500, entre 2500 et 6000 francs. C'est carrément, ça, ce sont des outils qui devaient être à la limite de la gratuité, puisqu'on sait que c'est l'élément principal pour assurer la production au niveau élémentaire, ne serait-ce. Pendant ce temps, vous avez un gouvernement qui mène cette politique agricole et qui entend pousser, qui entend encourager les producteurs agricoles vers une agriculture de troisième génération, mais qui a entre-temps et qui continue d'ailleurs à laisser pourrir des tracteurs dans la broussaille. Vous voyez un peu comment... Il vient de retrouver, donc dernièrement on a retrouvé les tracteurs quand même, c'est à pourri, mais dernièrement on a retrouvé les tracteurs, on espère que ça va servir à bon escient. Ils sont réveillés pour plusieurs années. Après un certain temps, je crois quand même que l'état des tracteurs rétrocédés n'est pas l'état de départ. Après tout ce temps qui s'est passé, il faut encore des milliards pour arranger et ainsi de suite. Donc, cette politique-là inappropriée englobe effectivement tout. Parce que si le Cameroun s'était concentré avec la politique du Sahel vert ou la politique de l'autosuffisance alimentaire que l'ancien régime avait engagé, il est inacceptable que dans ce pays, l'on parle aujourd'hui de l'insécurité alimentaire et qu'en plus, qu'on soit à un pourcentage où on se retrouve à près de 300 000 Camerounais 3 millions qui sont en insécurité alimentaire et même 300 000 qui sont en insécurité alimentaire aggravée. Ça veut dire que des personnes que vous pouvez retrouver
dans la morphologie où lorsque nous étions jeunes, on se moquait d'un certain pays en disant, en les prenant comme des références de la malnutrition et de la famine. Qui aujourd'hui sont des références en termes de développement. Sont des références en termes de développement. Donc c'est cette mauvaise politique-là qui englobe tout et qui pousse maintenant le peuple et qui expose tout le monde à cette insécurité alimentaire. Donc vous voulez dire que maintenant, on vous dit espèce de Camerounais doit avoir honte. On vous dit espèce de Camerounais, comme on dit à l'époque. Oui. Après, espèce de Camerounais dans bientôt fera honte, puisque dans bientôt les images vont sortir. Pour ça, ils vont dire espèce de tel. Et on dit espèce de Camerounais doit avoir honte. Voilà, et bien, je voudrais vous relancer en disant, voilà, on parle d'insécurité alimentaire créée au Cameroun, 3 millions de personnes, voilà, 300 000 ont des sécurités alimentaires qui a de très aggravées. L'État du Cameroun estime, ou ils disent qu'ils travaillent. D'un côté, ils mettent sur pied l'import substitution, ce qui voudrait dire, pour ceux qui nous écoutent, qu'on limite les importations et on booste la production endogène. Et parallèlement à ça, ici, les accords des APE, ça veut dire qu'on va laisser un afflux massif de marchandises étrangères au Cameroun exemptés de frais de douane qui sont supérieurs d'abord en termes de qualité à ce qu'elles produisent au Cameroun et moins cher parce que ça arrive de manière massive exemptée, ce qui est contre-productif pour les producteurs locaux. Deux politiques paradoxales dans un pays où on dit qu'on veut protéger l'économie, lutter contre les soins alimentaires. Comment comprendre ça? Est-ce que c'est sérieux pour un qui fonctionne là-dessus? D'abord, vous m'avez vu sourire tout à l'heure. Vous avez cité un pays qui autrefois était la risée. Et aujourd'hui, c'est un pays phare parmi les 10 puissances en Afrique. On cite l'Éthiopie. Et vous savez pourquoi? Quand je précise souvent que mon parti, c'est le Front démocratique révolutionnaire du Cameroun, c'est parce que en Éthiopie, le parti qui est au pouvoir depuis près de 40 ans, avec des dirigeants, 3-4 dirigeants sont passés, c'est pas un seul individu, s'appelle le Front démocratique révolutionnaire du peuple éthiopien. Parce qu'en Afrique, il y a deux fronts démocratiques révolutionnaires, au Cameroun et en Éthiopie. En Éthiopie, ils sont au pouvoir depuis 40 ans. Et c'est eux, justement, ces révolutionnaires, qui ont dit, quand ils sont arrivés au pouvoir, il n'y a pas, nous ne sommes pas maudits. Donc les véritables patriotes ont pris le pays et l'ont transformé. C'est ce que nous voulons faire pour notre pays. Vous comprenez? Alors, on parlait d'agriculture. J'étais en train de vouloir... Vous savez, je parlais tout à l'heure de la vision de l'ancien régime, qui au moins avait une vision. On parlait, le président Aïdjo parlait de révolution verte, c'est-à-dire l'agriculture. Et il y avait des instruments. Parce que la vision, c'est que vous pensez une politique, vous mettez les instruments qui accompagnent cette politique. Je me souviens quand j'avais 8 ans, au village, parce que mon pauvre père était un cultivateur, un paysan, ma mère aussi. Mon père a bénéficié d'un crédit dans une institution qui s'appelait le FONADER, c'est-à-dire qui finançait le développement rural. Il a acheté une tronçonneuse. On lui a donné un crédit, c'est-à-dire qu'il a dit, je veux la tronçonneuse, je veux les tôles. Pour la première maison en tôle que mes parents ont conçue, c'était sur la base du crédit FONADER. Vous comprenez? Et on lui a demandé de rendre, l'échéance était 5 ans. C'est-à-dire que je voyais tous les trimestres, chaque 3 mois, des gens arrivaient à la maison, le papa versait les quotes-parts qu'il fallait, qu'il fallait verser. Et au bout de 5 ans, effectivement, il avait appondu. Mais nous avions l'avantage, parce que cette tronçonneuse, il a continué à l'utiliser pendant presque 12 ans. Et les tôles, nous avions un toit. Mais aujourd'hui, quand M. Biya est arrivé, le FONADER a connu le même sort que la plupart des sociétés qui se portaient bien. Le FOGAP, par exemple. Le FOGAP aussi. Donc, il y avait cette vision. Deuxième chose qu'il faut quand même, il faut s'interroger justement sur la logique des gens qui nous gouvernent. Il y a quelque chose de pernicieux dans ce pays que beaucoup de gens ne voient pas. Vous savez, M. Biya a fabriqué un certain nombre de monstres économiques qui ne se sont pas contentés simplement de vandaliser l'État, c'est-à-dire de voler, de piller l'État. Et ces gens se sont également illustrés dans quelque chose de suffisamment pernicieux. Si moi je suis au pouvoir, parmi les priorités également que nous nous sommes fixés au FDR, au Front démocratique révolutionnaire du Cameroun,
c'est de revoir, de faire une véritable réforme agraire. Réforme foncière. Oui. Vous avez un type d'individus qui ont volé beaucoup d'argent, qui ne se sont pas contentés de voler l'argent du contribuable, mais qui ont pris pratiquement des superficies astronomiques dans des localités. Dans des localités, dans nos villages. Vous avez des individus. La zone de Ntui souffre aujourd'hui. Ils sont nombreux à prendre des hectares et des hectares là-bas en Ntui. Et vous savez que... au gouvernement à prendre des hectares en Ntui. Et quand vous savez que c'est monsieur, quand il a déjà acheté tout un village, entre guillemets, mais la population, j'ai dit, même si elle est laborieuse, n'a plus d'espace où cultiver. Ouais. Donc ces gens ont pris des grands espaces qui sont inexploités et ils se contentent de dire qu'eux, ils sont propriétaires de 1000, de 2000, de 3000, de 5000 hectares. Un seul individu. Il y aura donc une réforme où on va redistribuer ces terres-là que des gens ont confisquées avec l'argent volé de nos... Il y a cela. Il y a aussi que, à côté de cette réforme dont je parle, la réforme... On a déjà parlé des tracteurs. Vous savez qu'en Europe, est-ce que... Parce que moi, je ne trouve pas... Oui, on peut avoir des crises au nord-ouest, au sud-ouest. Et lorsqu'il y a de bonnes politiques, ça ne peut pas créer une situation d'insécurité alimentaire. En Europe, l'Europe, avec les accords que vous venez de faire, est-ce que vous savez que pratiquement c'est 5% d'Européens qui nourrissent l'Europe? On n'a pas besoin d'avoir 30 millions de cultivateurs pour nourrir les Camerounais. Lorsqu'il y a des bonnes politiques, 10% peuvent nourrir tout le Cameroun et même la sous-région. Effectivement, on doit aller vers là. On ne doit plus se contenter de l'agriculture à la daba. C'est pour ça que je parlais d'archaïsme, ce manque de vision stratégique et de planification du développement. Aujourd'hui, ce n'est pas la daba, ce n'est pas la machette, même si la machette doit continuer à être pour ceux qui cultivent juste pour se nourrir. Parce qu'on aura toujours des gens qui vont cultiver juste pour les besoins de consommation, oui, de leur famille. Ça ne peut pas manquer. Mais si on veut se projeter dans l'avenir, dans les politiques de développement qui peuvent hisser notre pays, il faut effectivement penser, pas à l'agriculture de deuxième, de troisième génération, mais à une agriculture intensive. Parce que les histoires de génération, ça renvoie à des slogans. Hein? Parce que moi, je préfère parler d'une agriculture intensive, c'est-à-dire où on va cultiver avec justement les tracteurs, où un agriculteur peut nourrir 10 000 personnes, parce qu'il y a des espaces, il a le matériel, il a la possibilité d'avoir des structures qui financent l'agriculture. Comme hier, il y avait le FONADER. Mais ces gens ont plombé le FONADER, ils ont même plombé encore une autre banque qui apparemment allait dans cette direction, le crédit agricole. Ils ont pris des milliards là-bas. Et puis, ils sont tranquilles. Non, nous pensons qu'il y a des choses à faire, mais les personnes qui sont là ne sont pas celles qui peuvent porter le changement. Porter justement voilà. Monsieur Allemand Baga, on a coutume de dire que on peut apprendre parce qu'on va à l'école, on peut apprendre parce qu'on vit. Même dans l'observation, c'est une forme d'éducation, d'apprentissage. On vient de voir du côté de l'Hexagone en France notamment, les agriculteurs devenus quasiment fous. Ils ont quasiment voulu tout brûler, ils ont tout bloqué. Parce que l'Union européenne, quand elle a signé les accords de Mercosur avec l'Amérique latine, où il devait aussi avoir une avalanche de produits qui arrivaient, j'estimais que s'ils entrent à l'Union européenne avec leurs produits, l'agriculture, agricole, notamment en France, va être impactée. On a vu le gouvernement français sortir pour l'Union européenne. On ne veut pas que cet accord. Mais la France vous a imposé ça peu. Ceux qui nous dirigent n'ont pas vu ça. Ils n'ont pas vu comment la France a réagi vis-à-vis de l'accord de Mercosur. Ils n'ont pas vu pour dire à la France, on ne veut pas les appeler. Comment comprendre ça? Ils refusent ce que vous a imposé et vous êtes assis avec eux. Et curieusement, M. Bika, nous avons, quand j'ai dit nous, moi-même personnellement, pendant les fameuses négociations de ces accords,
j'ai été sur tous les plateaux en disant que c'était des mauvais accords qui allaient tuer l'embryon d'agriculture que nous étions en